Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À la veille de la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, je vous propose de suivre cet après-midi sur notre antenne une rencontre organisée par la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, mais aussi le comité pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Alors cette rencontre s'articule autour de 2 tables rondes qui réunissent à la fois des sénateurs, des chercheurs, des historiens, des artistes, mais aussi des acteurs du milieu culturel et associatif autour de 2 grandes questions. Quels sont les enjeux autour du passé colonial de la France pour la cohésion sociale, mais aussi quel est le rôle des images dans la transmission des mémoires. Sans plus tarder, tout de suite, donc direction les salons Beaufranc du Sénat où se déroule cette rencontre. Bon après-midi à tous. Madame la présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et bien chère Françoise Vergès, que je remercie très vivement et chaleureusement d'avoir accepté la co-organisation avec notre délégation sénatoriale de la rencontre de ce jour et l'animation de ce débat. Mesdames et messieurs qui avez accepté notre invitation à témoigner aujourd'hui, Madame la présidente de la commission de la culture, chère Marie-Christine Blandin, Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Au nom du président du Sénat, M. Jean-Pierre Bel, j'ai le grand honneur de vous accueillir au sein de notre institution pour ces conversations des mémoires croisées. Si l'usage et la courtoisie me commandent de vous dire ma joie de partager ce moment avec vous, ce sont bien un élan spontané et le sentiment d'une rencontre d'exception qui m'incline à m'y conformer. La question du lien entre mémoire et histoire me tient particulièrement à cœur. C'est à la fois le sénateur de la République et l'ancien professeur d'histoire qui s'adresse en effet à vous. C'est également l'ancien maire du Diamant, petite commune du sud de la Martinique, où durant 20 ans, à chaque euro dépensé pour les routes et les bâtiments publics devait correspondre 1 euro dépensé pour la culture, l'enseignement, la diffusion des savoirs, l'éducation et l'aménagement des lieux de mémoire. Mon engagement de terrain a toujours été guidé par l'idée qu'équiper notre territoire ne ménagerait pas l'heure à venir si nous n'investissions pas concomitamment dans la consolidation des consciences collectives réunies sous la bannière de la République. En tant qu'homme public, quand je travaille sur la question de l'histoire et de la mémoire, je m'efforce de contribuer à la conscientisation de mes contemporains afin qu'ils soient des citoyens responsables et non des consommateurs de biens publics. Le Diamant fut également la patrie d'adoption d'Édouard Glissant, qui nous a quittés voilà juste 1 an. Il repose d'ailleurs dans le cimetière marin de la commune face au célèbre rocher. En cette journée dédiée à nos mémoires croisées, il me tient à cœur de lui rendre hommage et il me semble essentiel de rappeler son approche originale et ce refus d'un historicisme classique. Tout à la fois philosophe, essayiste, poète et romancier, Glissant rejette non seulement l'histoire officielle et coloniale pour se plonger dans les histoires souterraines, mais jusque dans la progression du récit. Il abandonne dialectique toute occidentale au profit d'une manière créole de redite, d'avancée brutale, de retour en arrière subtil, de datation sans date. Cet art du détour et de la trace, c'est la marque du penseur qui raconte l'histoire sans jamais s'enfermer dans les carcans de la discipline historique. Afin de croiser les mémoires, cette démarche est essentielle. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être savants de l'histoire qu'on nous enseigne. Travailler sur la mémoire, c'est en premier lieu patiemment faire prendre corps à l'histoire de chacun des pays et des peuples qui forment la République. Ce travail accompli, croiser les mémoires, permet de les faire vivre. En effet, il ne s'agit pas de se recroqueviller sur son lieu, il s'agit de le connaître afin d'être ouvert à tous les lieux du monde. Le lieu, dit Glissant dans son Tout monde, est incontournable. Mais si vous désirez profiter de ce lieu qui vous a été donné, réfléchissez que désormais, tous les lieux du monde se rencontrent jusqu'aux espaces sidéraux. La quête du lieu originel, berceau de l'identité, passe ainsi par la rencontre. Or, on voit combien la question de l'ouverture à l'autre
est brûlante aujourd'hui avec cette instrumentalisation dangereuse de la peur de l'autre en contradiction avec les valeurs de notre République. Croiser les mémoires, c'est donc faire œuvre salutaire en combattant l'ignorance terreau de la peur et de la fragmentation de la société. Aimé Césaire affirmait qu'il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Croiser les mémoires, c'est prendre conscience que la République n'est pas un objet fini, qu'elle ne peut être une indivisible qu'à condition d'envisager l'altérité et le divers comme la substance même de son existence et de sa grandeur. Je conclurai en affirmant que croiser les mémoires, c'est construire l'intelligence collective de la République. Cette responsabilité nous incombe et je veux saluer la part que vous y prenez chacun en vous remerciant encore une fois de votre venue aujourd'hui. Je nous souhaite de fructueuses conversations et je vous remercie. Bonjour, je suis donc Françoise Vergès, présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et je vais animer cette table ronde. Je tiens à remercier M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat, de nous accueillir dans ces salons. Je veux remercier M. Serge Larcher, président de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer et les sénatrices et sénateurs présents. Bienvenue aussi à Christiane Taubira, qui a défendu la loi du 10 mai 2001. Et grâce à cette loi, car grâce à cette loi, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Merci aux invités témoins qui ont tous spontanément accepté de participer à cette rencontre et merci à celles et ceux qui sont venus y participer. Avant de vous préciser comment va se dérouler d'ailleurs cette rencontre cet après-midi, je voudrais vous dire quelques mots sur cette thématique des mémoires croisées et peut-être aussi vous rappeler tout d'abord que c'est une première. C'est la première fois que ce genre de situation, ce genre de rencontre se fait et j'espère que donc nous entamons un processus ensemble. Cela fait déjà plusieurs années que l'histoire coloniale de la France s'est invitée dans le débat public. Je ne reviendrai pas ici sur les causes de ce retour, ni sur ses développements. Vous en êtes ici les témoins. Je voudrais par contre partager quelques remarques. Nous le savons, chaque douleur est unique. C'est une expérience intime. Ce que j'ai perdu, mon pays, ma famille, seul moi, je sais quelle est ma perte. Mais je sais aussi que d'autres ont connu des pertes semblables. Il existe donc un terrain commun de la perte et du dommage qui inscrit mon expérience personnelle dans une expérience collective. Ensuite, l'expérience personnelle et le récit historique sont intégrés dans une conscience historique, et cette dernière s'organise autour de récits, d'images et de mythes communs. Finalement, la longue histoire de la colonisation française et de la décolonisation, cette histoire qui débute au XVIe siècle avec la prise de possession de terres habitées dont on massacre les populations natives, où on les laisse mourir de maladies ou de terres inhabitées comme la Réunion et l'île Maurice, et qui prend fin officiellement comme ensemble colonial au milieu du XXe siècle, à jeter sur des terres à travers le monde des colons, des esclaves, des migrants, des bagnards, des travailleurs engagés qui ont rencontré ici et là des peuples autochtones. Il en était résulté des situations hétérogènes où aucun groupe n'est uniforme, figé, fixé, mais où des clivages se sont opérés le long de lignes de couleur et de statut social mis en place par l'ordre colonial. Ce sont des sociétés hétérogènes dans leur peuplement et dans leur composition sociale, religieuse et culturelle. En d'autres termes, il y a très tôt, dans la société française, une altérité qu'elle fera cependant tout pour ignorer, marginaliser et effacer. La société contemporaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui est faite de cette histoire. Personne ne partira, personne ne sera chassé. Ce sont donc des mémoires et des histoires entremêlées à partir desquelles nous devons construire un récit à partager en commun. Mais l'histoire de la colonisation était aussi celle de la fabrication du consentement à l'injustice, qui a donné lieu à des créations de discours justificatifs, discours racistes, culturalistes et paternalistes. Mais ce qu'il nous faut retenir, c'est que ces personnes qui ont consenti à cette histoire sont aussi nos semblables. Ce sont des êtres humains comme nous. Les mettre hors humanité, c'est à bon compte se mettre du côté du bien, du côté des victimes ou des bienfaiteurs. Cela n'aide en rien à la construction d'une morale publique. Mais pourquoi vouloir mettre ces mémoires en conversation? Pourquoi vouloir croiser ces histoires? Pour dépasser une fragmentation, une segmentation, qui est le produit d'une gestion libérale, d'une forme de multiculturalisme qui s'inspire du modèle des expositions coloniales. À chaque territoire, son monument, à chaque territoire, à chaque mémoire, sa stèle, et écarte les échanges, les circulations, les créations hybrides.
cette gestion referme, empêche de voir ce qui est commun et en partage. Si nous refusons d'être enfermés dans une histoire qui n'aurait aucune incidence sur le présent, nous ne pouvons pas non plus accepter celle qui nous diviserait, nous opposerait inévitablement les uns aux autres. Il nous faut dépasser ce sentiment qui fait souvent que si quelque chose est donné à un groupe, cela me ferait à moi de l'ombre. Il faut savoir partager. Comment donc procéder? Deux formes de processus s'offrent à nous. La justice punitive, avec un système pénal habité par le culte de la loi et structuré de manière verticale, dont l'objet principal est de se venger. Et je dois dire que j'observe souvent l'attraction de cette justice par ceux-là même qui professent vouloir la vérité. Faire payer, humilier, voir l'adversaire mordre la poussière, nous en connaissons tous les rites. Il y a aussi une autre forme, la justice réparatrice, opposée à la logique du tribunal et du procès, et qui a pour objectif le bien commun de la communauté. Elle s'adresse aux êtres humains qui vivent les uns à côté des autres. Elle cherche à restaurer les relations qui n'auraient jamais dû être brisées. Elle est imparfaite, sans doute, mais elle aspire à tenir à égale distance la vengeance et l'impunité totale. Il existe évidemment plusieurs exemples de ce processus. La plus connue est la Truth and Reconciliation Commission en Afrique du Sud, mais nous connaissons aussi des processus comme celui de la coutume en Nouvelle-Calédonie chez les Kanaks. Ce processus ne choisit pas l'amnésie, mais le difficile cheminement vers la vérité qui bouscule les idées reçues. Il met à mal les récits compensatoires, le binarisme du bien et du mal, et nous fait plonger dans les contradictions, les lâchetés, les trahisons, la peur, l'effroi, mais aussi la solidarité, les expressions d'interdépendance du devoir moral que nous avons envers les autres. Il faut pour cela refuser que l'histoire coloniale soit associée à l'histoire d'étrangers à la France. C'est l'histoire de ce pays, c'est l'histoire de ce peuple. Ce n'est pas parce que les histoires coloniales seront dites et inscrites que l'histoire de la France disparaîtrait, comme voudrait nous le faire croire un discours xénophobe. Au contraire, ce processus montrera ce qui est commun à tous, car si nous sommes les descendants d'histoires diverses, nous sommes tous les héritiers de cette longue histoire de la colonisation et de la décolonisation. Voilà donc comment nous allons procéder cet après-midi. La rencontre va être introduite par Benjamin Stora, que je vous présenterai dans quelques minutes. Puis un premier groupe d'invités témoins sera invité à prendre la parole. Je les appellerai les uns après les autres. J'ai plusieurs fois indiqué le temps de parole. Vous savez, le temps de parole qui vous est imparti, je serai implacable. Nous allons voir si nous sommes capables justement de laisser la parole à d'autres, d'écouter avec respect, et d'oublier que ce que nous avons à dire est évidemment plus important que la parole du voisin. Le public, je prendrai selon le temps qu'il nous reste, 3, 4, 5 interventions, pas plus. Mais chacune et chacun d'entre vous est invité à contribuer par écrit et de répondre à ces deux questions. Pourquoi est-il important d'intégrer l'histoire coloniale dans le récit national? Faut-il envisager une commission vérité et justice? Donc ces propositions seront intégrées dans la synthèse et vous savez, nous avons parlé aussi, il y aura une publication. Je vous demande d'éviter les accusations abstraites, les injonctions, les termes vagues comme « les gens »,« on »,« il faut faire ceci »,« les yaka faucons » et d'essayer de nous impliquer concrètement dans une éthique de la solidarité qui rassemble plutôt que divise. Si nous nous quittons en pensant que beaucoup reste à dire, c'est que nous aurons prouvé qu'il faut poursuivre cette rencontre et l'élargir. Je vais donc vous présenter Benjamin Stora, qui est chargé d'ouvrir cette journée thématiquement. Alors, faut-il présenter Benjamin Stora? Oui, il faut quand même parfois le présenter. Alors, c'est évidemment, quand je dois le présenter, je ne trouve plus son papier. Benjamin Stora est historien à l'INALCO, auteur de plusieurs ouvrages traduits en plusieurs langues, grand spécialiste de la guerre d'Algérie et des mémoires des guerres d'Algérie. Il a participé à plusieurs aussi scénarios de documentaires et de films. C'est quelqu'un qui intervient, qui a aussi écrit sur la question des mémoires et de l'histoire et sur la question du passé colonial en France. Je vous invite, mon cher Benjamin. 15 minutes, comme tu sais. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, au moins pour deux raisons. D'abord parce que, bien sûr, il s'agit de l'anniversaire du 10 mai, donc sur la question de l'abolition de l'esclavage, bien entendu, vous le savez tous, mais aussi parce que nous sommes dans une situation politique qui a changé
Et donc, depuis 3 jours, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour essayer de débattre, de discuter de perspectives nouvelles dans cette histoire qui nous occupe tous et qui est une histoire douloureuse, compliquée et difficile à transmettre, qui est la question coloniale et de la décolonisation. Je dirais d'abord, pour introduire très rapidement cette conversation, comme m'y invite Françoise Vergès, qui m'a invité et que je remercie de m'avoir invité à cette rencontre, je dirais tout d'abord que l'histoire coloniale, l'histoire de la décolonisation a longtemps été placée dans les banlieues de la connaissance, un peu à la périphérie, même beaucoup à la périphérie de la connaissance que nous pouvions avoir de l'histoire de France. L'histoire de la colonisation a été longtemps enseignée et transmise comme étant une histoire presque séparée de l'histoire de la France. C'était 2 histoires dont l'une faisait peut-être concurrence à l'autre, et peut-être trouvons-nous là, dans cette séparation, cette fameuse origine de ce que l'on a appelé plus tard la guerre des mémoires, puisqu'il y avait précisément des histoires séparées. Or, depuis plusieurs années maintenant, depuis une quinzaine d'années, la question coloniale, on le sait, a fait irruption sur la scène culturelle et politique française, et elle est devenue un enjeu très important sur le plan politique, sur le plan culturel. Et si elle a fait cette irruption sur le devant de la scène politique et culturelle, c'est parce qu'essentiellement, elle a été non pas portée par l'université ou par des intellectuels, encore qu'ils aient joué bien sûr un rôle, mais surtout par les jeunes issus des immigrations postcoloniales, la jeunesse française, par conséquent, qui depuis 10 ans ou 15 ans ou 20 ans a voulu comprendre ce qui lui arrivait dans le quotidien qu'elle vivait. Et donc tenter de faire ce lien entre le présent vécu, c'est-à-dire des formes de racisme au quotidien, et puis bien sûr ce qui avait été vécu par leurs parents ou leurs grands-parents. C'est par la jeunesse que l'histoire de la colonisation a fait retour et s'est installée à la fois dans l'université, dans le monde politique et dans le monde culturel, encore insuffisamment bien sûr, mais a fait ce retour. Sur les questions décisives de l'esclavage et de la colonisation et de la décolonisation, de sorte que de nouvelles recherches, de nouvelles questions sont apparues dans le monde intellectuel, qui touchent par exemple à des questions comme le développement de l'économie, du capitalisme français et de la colonisation, ces questions nouvelles sur le plan historique, c'est-à-dire le fait de lier la question de la colonisation à celle du développement, à de l'expansion économique, les questions touchant à la brutalisation des sociétés, à la violence qui existait dans les sociétés colonisées ou mises en esclavage, les questions touchant au problème du racisme et des persistances, des traces, des survivances du racisme dans les comportements politiques, dans les comportements culturels, dans la société française, ce sont là quelques-unes des grandes questions universitaires, intellectuelles, qui, là aussi, sont mises en débat maintenant depuis plusieurs années, même insuffisamment, nous y reviendrons, mais qui existent quand même aujourd'hui en France. Et puis sont apparues aussi la nécessité peut-être de comprendre, de connaître, de découvrir de nouvelles chronologies de l'histoire française. Tout à l'heure, Françoise Vergès parlait de cette grande plage chronologique qui va du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Eh bien, ces nouvelles chronologies qu'il va falloir aussi enseigner et transmettre, ces chronologies presque inconnues ou décalées, tout au moins, dans la connaissance que nous pouvons avoir de l'histoire de France, ces nouvelles chronologies vont de pair avec la découverte de nouveaux personnages de l'histoire française qui ont appartenu à l'histoire de la colonisation française. Ces nouveaux personnages, pas simplement bien sûr les administrateurs coloniaux ou les grands conquérants entre guillemets coloniaux, mais aussi, j'allais presque dire surtout, ceux qui ont été de l'intérieur à la fois formés par l'école républicaine française sur les principes de l'égalité et donc, là aussi, se sont dégagés de la domination coloniale par précisément le biais de l'instruction et de l'éducation. Je pense à des personnages considérables qui ont marqué donc l'histoire française, de Frantz Fanon à Léopold Senghor, de Ferhat Abbas à Mohamed V, qui ont été et qui sont et qui appartiennent à la connaissance
de ce qu'est l'histoire française d'aujourd'hui. Et puis il y a, bien entendu, dans la foulée, j'allais presque dire dans le souffle de cette recherche, de ces découvertes, aussi la nécessité d'inventer, de créer de nouveaux lieux d'investissement de mémoire qui ont vu le jour depuis une dizaine d'années, grosso modo depuis cette fameuse loi du 10 mai 2001, qui a été une sorte d'inspiration décisive à cette recherche historique. Et donc ces nouveaux lieux d'investigation et de mémoire que l'on a pu voir, par exemple, à travers le musée qui s'est installé à Nantes, qui est très important sur la traite, bien entendu, mais aussi d'autres lieux mis en débat depuis quelques années maintenant, qui ont suscité des divergences, des débats, des polémiques, comme la Cité nationale de l'immigration, qui existe et qui propose aussi d'organiser, bien entendu, des retours sur ce qu'a pu être l'immigration postcoloniale. Et à ce titre, il y aura à la rentrée à la Cité nationale de l'immigration une exposition consacrée à l'histoire des travailleurs algériens en France, qui est une grande immigration coloniale et postcoloniale. Et cette Cité nationale de l'immigration donc va inaugurer cette exposition à partir du mois d'octobre 2012, mais aussi d'autres lieux qui peuvent surgir et qui surgiront et qui sont mis en débat, comme le prouve, comme vous le savez peut-être, l'appel qui a été signé ce matin sur la nécessité de croiser, d'enrichir et de faire circuler des mémoires autour des histoires coloniales, bien entendu. Donc nous sommes par conséquent, pour aller vite, dans un moment de basculement, dans un moment décisif de l'histoire culturelle et politique française, avec, bien entendu, des enjeux compliqués, soit faire valoir, reconnaître, connaître l'ensemble de ces histoires particulières, de ces mémoires blessées, soit les mettre à la connaissance et à la portée de tous, en particulier de la société française au sens le plus large, soit fracturer, fractionner, communautariser l'ensemble de ces mémoires pour les mettre en concurrence au risque de dérives, de replis mémoriels qui viseraient à opposer chacune de ces mémoires en rapport avec des souffrances particulières ou des histoires particulières. Pour précisément faire en sorte d'éviter ce type de dérive, il faut non pas moins de connaissances de l'histoire coloniale, mais au contraire plus de connaissances d'histoire chronologique, de personnages, de situations, de séquences historiques, etc. Et pour ce faire, la réflexion, à mon sens, doit s'ordonner et s'organiser autour de plusieurs axes. D'abord, la question de l'école. L'école primaire, l'école secondaire, l'université, qui passe, à mon sens, d'abord par la formation des maîtres, c'est-à-dire des enseignants, des professeurs de lycée en particulier, sur ce qu'a été l'histoire de la colonisation française. Car pour transmettre une histoire, encore faut-il la connaître, soi-même, comme enseignant, comme professeur. Or là, il y a un grand déficit dans la formation des maîtres sur ce qu'est l'histoire de la colonisation. Autre axe très important, celui essentiel dans la fabrication des imaginaires, dans le décloisonnement des mémoires, celui bien sûr de l'audiovisuel, celui de la télévision, des grands médias, des grandes radios nationales, qui, jusqu'à présent, n'ont toujours pas, à mon sens, pris à bras-le-corps cette question-là, c'est-à-dire donner à voir, à comprendre, à connaître ce qu'est aujourd'hui la culture du Sud au sens large, culture française, culture du Sud au sens large, à travers le cinéma, la littérature, la poésie, la culture, et toutes ces grandes questions culturelles n'ont pas encore trouvé leur place, si ce n'est de manière ghettoisée, dans aujourd'hui l'audiovisuel français. C'est aussi, à mon sens, quelque chose qui est à mettre en chantier, en particulier porté peut-être par les nouvelles autorités politiques de ce pays aujourd'hui, d'avoir l'audace de pouvoir inventer à ce niveau-là des formes de transmission audiovisuelle. Il y a aussi peut-être une réflexion qu'il faut avoir, qui est aussi difficile et compliquée, qui est celle de la mise en chantier, pourquoi pas, d'un manuel scolaire spécifique et singulier sur l'histoire de la colonisation française, porté par différents historiens, dont certains sont ici présents dans cette salle. Je pense en particulier aux travaux importants de Catherine Coquery et Vidrovich depuis de très très longues années sur ces questions. Mais la mise en chantier d'un manuel scolaire, sans attendre que les manuels scolaires intègrent en leur sein cette histoire, pourrait peut-être être aujourd'hui mise en réflexion, être une mise en réflexion, parce que
Malheureusement, on attend trop souvent que ces questions d'histoire coloniale soient intégrées dans des récits déjà constitués, alors qu'à mon sens, il faudrait peut-être réfléchir tout simplement à mettre en œuvre, disons, dans un chantier nouveau, une sorte de manuel très simple, très accessible, en particulier pour les jeunes générations, sur ce qu'a été l'histoire de la colonisation française, de l'esclavage et de la décolonisation, bien entendu, ce qui permettrait de pouvoir intégrer, ou de commencer à pouvoir intégrer l'ensemble de ces mémoires blessées dans ce que l'on pourrait appeler un récit républicain nouveau, car il faut renouveler le récit républicain français. Le récit républicain français est important, nous le connaissons tous, avec la fracture décisive et essentielle de la Révolution française de 1789, porteuse des idéaux, de liberté, d'égalité, etc. Mais je crois que ce récit républicain doit lui aussi se renouveler et s'enrichir avec ce qui a été porté par des hommes et des femmes qui ont combattu pour faire en sorte que l'égalité devienne une réalité et non pas simplement un mot d'ordre, mais une réalité. Eh bien, il faudrait bien sûr, à mon sens, réfléchir, disons, à des formes de récits républicains nouveaux, pourquoi pas portés par ces mises en chantier de manuels scolaires ou portés à la connaissance de la jeunesse aujourd'hui. Et puis, il y a bien sûr, dans tout ce que j'indique là, une étape qui est celle tout simplement de la connaissance. Toutes les mesures là très rapidement que je viens d'indiquer, la question de la formation des maîtres, le problème de la mise en chantier de manuels scolaires, de recherche, disons, par l'audiovisuel, de transmission mémorielle, toutes ces questions sont importantes, mais elles relèvent de l'univers de la connaissance. Or, cet univers est très important, car en France, nous sommes quelquefois dans des discussions qui visent à la reconnaissance des injustices commises, alors que sans passer par l'étape tout simplement de la connaissance, de ce qui s'est réellement passé et de ce qui s'est réellement joué à travers cette histoire douloureuse. Eh bien, l'étape de la connaissance nous permettra, à mon avis, de sortir de ce type de discours qui malheureusement s'est développé depuis quelques années, qui était celui de l'anti-repentance comme une sorte d'écran idéologique permettant de ne pas mesurer ce qu'avait été réellement la question coloniale et de l'esclavage. C'est-à-dire cet écran idéologique de l'anti-repentance, que personne d'ailleurs ne songeait à mettre en œuvre, la repentance, mais la question décisive étant celle de la connaissance de ce qui s'est réellement passé dans la mise en esclavage de populations entières et dans la brutalisation de sociétés. Donc la question de l'étape de la connaissance est décisive, et c'est par l'étape de la connaissance que viendra de manière, j'allais presque dire inévitable, que viendra cette question de la vérité, de la justice et donc, bien sûr, de la réconciliation entre nous tous. Et je vous remercie. Merci, les enjeux ont été clairement posés et déjà des propositions concrètes. Alors j'invite d'abord les sénateurs et sénatrices ou Madame Taubira qui voudraient peut-être, s'ils souhaitent dire quelque chose, faire une intervention en réponse, ou est-ce que l'une d'entre vous veut intervenir avant que je passe la parole aux invités témoins? Bon, alors vous pourrez évidemment intervenir quand vous le souhaitez, à tout moment. Je vous rappelle qu'il y a, vous pouvez aussi dès maintenant poser vos questions ou faire des propositions par écrit. Vous avez cette feuille dans le programme qui vous a été donné. Donc on va passer déjà la parole donc, tout de suite aux invités témoins. Et comme il y a un premier groupe qui va intervenir, et ensuite, après ce premier groupe, la parole sera donnée à la salle. Et nous aurons, à la fin de ce premier temps, une intervention de Pascal Blanchard. Donc, la première personne à intervenir dans ce premier groupe est Axiom, qui est un artiste et porte-parole de l'association Assez le Feu. Voilà, on va vous donner le micro. Axiom, on va te donner le micro. Voilà. Donc, une dernière chose, comme vous voyez, c'est une rencontre qui réunit des chercheurs, des artistes et des membres d'associations. Ça aussi, c'est une première. 5 minutes. D'accord, on m'a dit au centre, j'ai beau faire de la scène, j'ai toujours le trac. Alors, je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, plus simplement.
Eh bien, moi, c'est Axiom. Je suis originaire de la France. Donc, mon père, d'origine marocaine, est venu en France pour les mines. Les mines du nord de la France, où étaient en présence les Belges, les Polonais. Et j'ai grandi dans une cité ouvrière composée essentiellement de Marocains, fortement composée de Marocains. Oui, évidemment, il y avait beaucoup de personnes originaires d'immigration sénégalaise, ivoirienne, etc. C'est ainsi que moi, j'ai pu appréhender l'histoire diverse des citoyens, en tout cas des gens de ma cité, et m'ouvrir petit à petit à la nécessité pour moi d'apprendre ce qu'était la raison de leur présence avec moi, en fait. Donc, par des choses assez simples, l'amitié, des mots que l'on partage, des langues qu'on échange, parce que c'est la réalité dans les quartiers, des langages, j'ai pu comprendre certaines histoires, pas tout comprendre, parce que quand on est plus jeune, effectivement, on ne comprend pas tout, il faut un enseignement, et je pense à ce niveau-là que l'école a un rôle majeur à jouer. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris les histoires différentes. Et tout au long, je dirais, de ma vie avant d'être militant, je me suis rendu compte que sur ces histoires, moi-même par exemple, franco-marocain, pour parler précisément, il y a une vraie ignorance nous-mêmes sur notre propre histoire. Et cette ignorance nous fait souvent dire et n'importe quoi, mais aussi faire n'importe quoi. Et dans les quartiers, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, ça a des conséquences. Donc je reviendrai là-dessus. Pour moi, il est impératif que l'école joue ce rôle. Je ne vais pas répéter ce que M. Stora a très bien dit auparavant, mais il est aussi impératif que si on parle d'histoire commune, et c'est ce que nous avons fait nous, avec notre petite bande de copains, pour faire simple, s'il y a histoire commune, c'est que l'histoire de l'autre devient forcément la mienne dès lors que je suis à cet endroit. Quand on dit histoire commune, pour moi, on parle de l'histoire française. Donc s'il y a histoire française, l'histoire de l'autre est forcément la mienne. Il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu une trentaine d'années pour parler clairement, entre les premiers moments où je me posais des questions sur la raison de ma présence, ma couleur de peau, mon nom, mes origines, des réponses qui n'étaient pas complètes de la part de mes parents, la raison de leur présence, la raison des présences des gens d'en face, de chez moi, ce que leurs parents pouvaient me dire, mais c'est ainsi que moi j'ai appris l'histoire. C'est aussi simplement. Alors, je vais répondre une chose, c'est que pour moi, aujourd'hui, vu que je suis témoin, donc je vais parler vraiment de mon expérience, pour moi la multiculturalité telle qu'on la vit aujourd'hui dans les quartiers, elle est un fait historique. Et comme c'est un fait historique, ce n'est pas l'histoire d'un choix de société, c'est bien un fait historique. Or, tout au long de ma militance, si vous voulez, des luttes que nous avons menées, j'ai eu affaire à beaucoup de gens, de différents partis, de différentes associations, de différentes villes, qui ne comprennent pas que c'est un fait historique. D'où l'importance de rappeler en permanence que s'il y a plusieurs cultures en présence sur le territoire français, c'est que d'abord elles sont françaises, justement, c'est par l'histoire de la France, donc elles sont françaises, et aussi que c'est donc un fait historique. Et sur ce fait historique, pour moi, on ne peut plus laisser la négation avancer face à ce fait-là. Ça nous porte de vrais préjudices. Et je vais vous en donner des exemples concrets par la suite. Excusez-moi, vu que j'ai qu'une main. Alors, je vais reposer la feuille, je suis désolé. Non, c'est bon, c'est juste celle-là. Je ne serai pas très long. Alors, les quartiers populaires, on en parle beaucoup, on parle de la banlieue, etc. J'ai eu l'occasion de participer à d'innombrables débats. Je me suis rendu compte qu'en dehors de la question des immigrations qu'on aborde très rarement, très très rarement, l'histoire de l'immigration en France, vous savez, encore une fois, moi dans le Nord, on m'a appris que la première fois qu'on a dit dehors les étrangers, je le racontais tout à l'heure à une personne, c'était aux Belges. Dehors les étrangers, les mines dans un. Donc voilà. Et nos parents nous ont transmis cette chose-là, c'était vers 1882, je pense. Et ça m'a toujours marqué, parce que ça m'a fait prendre conscience qu'on n'avait pas qu'un problème. Il y a des problèmes liés à la couleur, des problèmes de xénophobie, pour dire les choses clairement, mais il y a aussi des mécaniques assez récurrentes sur toutes les immigrations, et je pense que c'est important de les ressortir. Alors, la situation des quartiers aujourd'hui, populaires, est très simple. Sur la question du colonialisme, ils vivent vraiment ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et je dirais, nous vivons la situation que nous vivons en France comme une relégation, alors sociale, on peut aller plus en complexité sur
l'explication, mais quoi qu'il arrive, il y a un moment où nous relions toutes ces relégations à l'idée d'un traitement colonial à l'intérieur de la France, dans les quartiers populaires. Donc, c'est simple, où nous sommes d'accord, où nous sommes en désaccord, on peut en discuter pendant des heures, comme nous savons très bien le faire, nous, en débat. La réalité, c'est que, de mon point de vue, cet ensemble de sentiments, de réflexions, prennent racine dans un vécu qui est partagé de plus en plus fortement. L'islamophobie, les actes islamophobes qui existent dans ce pays, qui sont en augmentation, renforcent cette idée. Renforcent l'idée que nous sommes bien dans la situation des quartiers populaires, dans le sentiment, dans le constat d'une relégation et dans le sentiment d'un traitement colonial de la France vis-à-vis de ces quartiers populaires. Alors, effectivement, c'est vrai, les termes ne sont pas choisis au hasard. Si les plus jeunes le disent comme ça, c'est qu'avant, il y a bien une compréhension de ce que c'est que le colonialisme. C'est-à-dire que déjà, même si on n'enseigne pas tant cette histoire, les plus jeunes ont compris ce que voulait dire colonialisme, bien ou mal, c'est à nous de faire le travail, je pense. Mais l'islamophobie a renforcé cette idée, et cette idée nous pose, nous, associations de lutte de droits civiques, un vrai problème. Lequel? C'est qu'avec Cessez-le-Feu, par exemple, nous avons depuis 7 ans, depuis les révoltes de 2005, parce que nous appelons pas ça des émeutes de 2005, et il y a une raison, nous choisissons bien nos mots, nous sommes, nous, dans des luttes politiques, ce sont des révoltes, parce qu'il y a des revendications sociales. Dire émeute, c'est renier la revendication sociale qui sont portées par ces colères. Et il y a un problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous essayons d'expliquer l'importance du vote. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui nous expliquent pourquoi nous voterions pour des gens qui nous traitent comme ils ont traité nos parents, nos grands-parents, comme ils ont traité les colonies. Je vais devoir m'arrêter parce que je dois faire vite là, mais il y a une vraie urgence pour nous à définir ce qu'est l'histoire commune, et nous le faisons parce que nous considérons déjà que c'est l'histoire commune. Ce qui nous permet de le faire, c'est que justement nous considérons que c'est l'histoire commune et la question, on ne se la pose plus. Donc, nous forçons la représentativité législative, etc. Je vais faire court, donc là. Juste une chose, nous avons aussi, j'ai eu l'occasion de lancer une opération qui s'appelle Stop le contrôle au faciès. Nous avons assigné l'État, le ministère de l'Intérieur exactement, pour la première fois de l'histoire, sur la thématique du contrôle au faciès. C'est pas facile, c'est pas gagné, mais encore là, pour moi, nous sommes dans une sorte de dénonciation de la manière dont on vit, nous, cette relégation en permanence. Et en permanence, c'est dans la rue, c'est dans les magasins. Vous savez, moi, quand je vais dans un magasin habillé comme je suis là, je me fais filer. Voilà. Tout ça est alimenté par des imaginaires, évidemment. Il y a des imaginaires à la base. Il y a des propos entretenus dans l'espace public. Et je pense qu'il est temps, sérieusement, de cesser. Il est vraiment de notre responsabilité, tous ici, et en dehors de cette salle, il y a des gens qui luttent aussi. Nous avons compris que ça devait d'abord passer par nous. C'est à nous de porter, par les mouvements sociaux, par la réflexion, cette lutte-là. Si aujourd'hui nous sommes rejoints dans cette lutte-là, comme ça a été le cas, hein, effectivement, différents chercheurs tout à l'heure, ça a été souligné, différents universitaires portent cette lutte, nous ne pouvons qu'en être satisfaits. Ça nous soulage dans cette lutte. Mais nous sommes conscients aujourd'hui que cette lutte va passer par nous. Alors, dans deux sens, et vis-à-vis de la société majoritaire, entre guillemets, mais aussi parce que nous devons rattraper beaucoup de dégâts qui existent réellement sur le terrain. Voilà le sens de notre travail. Merci. Merci. Merci d'avoir rappelé l'importance évidemment de l'école et des quartiers populaires. Maintenant, je passe la parole à Madame Fatima Benassi-Lankou, présidente de l'association Harki et Droits de l'Homme. 5 minutes aussi. Mettez-vous là. Bien, bonjour. Je remercie Madame la Présidente de me donner la parole et par là même donner la parole aux familles de Harki. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire des Harki parce qu'il nous faudrait une journée entière. Et Madame la Présidente m'a dit que j'avais que 15 minutes. Alors donc, comment ? 5. C'est 5 minutes ? 5 minutes. Ah. Bon, alors, Madame la Présidente m'a dit que je n'avais que 5 minutes. Alors, oui, c'est un peu comme des auditions. Oui. C'est un test. Alors, donc, je vais simplement vous rappeler qui est Harki et Droits de l'Homme, dont je suis cofondatrice et que je préside actuellement, que je n'ai pas toujours présidé. Cette association est née
je vais vous faire tous bondir. Elle est née en fait pendant la préparation d'une loi qui a fait hurler beaucoup de monde, la loi du 23 février 2005. Donc, il y avait un groupe de femmes et de filles qu'on appelait groupe et femmes de harkis. Et donc, on a suivi l'écriture, en fait, de cette loi. Et si vous voulez, pendant l'écriture de cette loi, petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que de ce qu'elle allait, on commençait à avoir une idée bien avant que vous la voyez, si vous voulez, dans sa phase finale, si vous voulez, un certain nombre de travers. Notamment, nous avons tous en tête l'alinéa 2 de l'article 4, qui a été heureusement donc abrogé. Elle est née, donc il y avait un groupe informel, et ce groupe est devenu donc une association en 2004, et un des premiers communiqués de l'association a été fait pour dénoncer deux articles, l'article 4 et l'article 13. Et voilà, d'ailleurs on l'a appelé la loi Jolle. Donc voilà, je vous donne simplement le contexte. Après, si vous voulez, on peut en parler, mais ça a été vécu comme un drame pour les familles de harkis. J'insiste là-dessus parce que de temps en temps, j'entends des choses absolument scandaleuses et j'insiste là-dessus. C'est les harkis ont voulu d'une loi qui rend hommage au colonialisme. Non, je peux vous dire, c'est faux, c'est archi faux. Et il y a des témoignages lorsqu'il y a eu des pétitions contre les articles. Ce que je peux vous dire, c'est que les associations de harkis, les enfants de harkis, parfois leurs parents, ont signé cette pétition. Et il y en a eu beaucoup. Et nous avions soutenu l'initiative de Claude Liozu, notamment. Bon, c'est vrai qu'il n'est plus là pour nous le dire, hélas, mais il existe des traces de ces communiqués. Ces communiqués ont été publiés par un livre sur la loi du 23 février qui a été co-dirigé par Gilles Monceron, qui est là, donc qui pourrait en témoigner, et donc Claude Liozu. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous donner un peu le cadre. Alors bon, quand Françoise Vergès m'a demandé donc de participer à cet après-midi, bien sûr, j'ai accepté. Mais vraiment sans hésiter une seconde. Et pourquoi? Parce que nous avons toujours en tête, si vous voulez, cette loi. Cette loi donc, dont on a dit qu'elle avait enfermé les harkis dans une prison. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a eu cette réaction? C'était comment est-ce qu'on peut demander d'enseigner l'œuvre positive de la colonisation dans une loi qui concerne des personnes qui ont été enfermées dans les camps en France. C'est-à-dire que la colonisation française s'est terminée, heureusement, le 5 juillet 62. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les familles de harkis, il y a eu du RAB. Et le RAB, ça a été la manière dont on les a gérés sur le sol français. Les camps, c'était de la gestion coloniale. Et donc, si vous voulez, partant de ce constat, ils l'ont pris très très mal. Ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux et ils se sont élevés vraiment contre ça. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, si vous voulez, c'est que pendant très longtemps, ce groupe social, on l'a inscrit dans l'histoire de la colonisation, de l'Algérie française. On voulait en faire, si vous voulez, des idéologues, ceux qui voulaient maintenir le système colonial en place, qui voulaient absolument que l'Algérie reste française, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Quand on connaît l'histoire des harkis, quand on lit maintenant tous les travaux faits par des historiens, nous avons toutes les raisons d'engagement et d'enrôlement, et on sait aujourd'hui que c'est tout sauf ça. Et donc, si vous voulez, et quand on sait qu'on les a maintenus dans une mauvaise case et qu'aujourd'hui,
heureusement, petit à petit, on est en train de les désenclaver. Ça, c'est pas de moi, c'est de Benjamin Stora. Donc, je vous le redis, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est très visuel. C'était dans une case et maintenant, on les met dans l'histoire de la colonisation française, histoire colonisation, décolonisation. Voilà, si vous voulez, la raison qui a fait que cette occasion, si vous voulez, de venir débattre avec vous et vous le dire, était importante. Alors, pour répondre, si vous voulez, aux questions qui nous ont été posées, bon, beaucoup de choses déjà, avec 2 interventions, ça a été dit, mais pardonnez-moi d'avance de me répéter. Donc, bien sûr, il y a une idée évidente quand on dit est-ce que pourquoi est-il important d'intégrer cette mémoire et cette histoire au récit national? Je dirais qu'il y a une idée, ma première idée, si vous voulez, c'est la plus évidente et essentielle, c'est que l'histoire des harkis, comme l'histoire, si vous voulez, de la colonisation, enfin de toutes les autres mémoires de la colonisation, des colonisations, font partie de la communauté nationale. C'est la vérité de la palisse, mais ça valait la peine, je crois, de le rappeler. Parce que les mémoires, si vous voulez, qui ne sont pas portées, à mon sens, sont vouées à disparaître de la mémoire collective, et l'oubli et le déni peut créer le communautarisme, et on le sait en nous luttant tous contre ça, et le repli sur soi, donc le repli sur soi et la division dont a parlé donc Françoise Vergès tout à l'heure et qui disait c'est un objectif et qu'il fallait lutter contre ça. Alors je ne vais pas, comme elle me montre, ça montre, donc elle dit comment est-ce qu'on peut lutter contre ça. Bien sûr, il y a la voie scientifique, la transmission scolaire, des lieux de mémoire. Par exemple, il y a un lieu de mémoire qui est à Rivesaltes, qui était un camp où ont été enfermés plusieurs groupes, si vous voulez, les Juifs, les Espagnols, des Indochinois qui sont passés par ce lieu. Donc Rivesaltes, si vous voulez, si un jour ça devenait un musée mémorial, ça pourrait aussi contribuer à faire connaître et à partager l'histoire. Ensuite, je dirais multiplier ce genre d'initiatives. Je propose que chaque groupe, si vous voulez, porteur des mémoires aujourd'hui, organise à tour de rôle ce genre de rencontres. Voilà, aujourd'hui, c'est l'association que préside donc Madame Vergès, mais ça peut être d'autres associations qu'on se rencontre, qu'on discute, et puis, si vous voulez, qu'il y ait des livres collectifs de publier, qu'on fasse des documentaires, comme l'a rappelé Benjamin Stora, des expositions, des groupes de réflexion, et puis avec tout ça, j'espère, si vous voulez, qu'on va mieux vivre ensemble, mieux respirer ensemble, et puis aussi mieux nous connaître. Voilà. C'est bon ? Je vous remercie. Alors, on m'a signalé qu'il était peut-être mieux que les personnes viennent à la tribune parce que du micro, apparemment, on n'entendait pas très bien. Donc, je vais vous demander. Je vous demanderai aussi donc de continuer à respecter le temps puisqu'il faut justement qu'on parle tous ensemble et qu'on s'écoute. Monsieur Karfa Diallo, président de la Fondation du Mémorial de la traite des Noirs. Et là, c'est mieux, paraît-il. Alors, je vais d'abord faire le commis. Voilà. Bonjour, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, messieurs les sénateurs, mesdames. Je suis très heureux de cette rencontre et notamment très heureux de parler après la représentante de l'association de familles harkis, puisqu'il se trouve que mon propre père est une sorte de harki, fils d'Algérien, mais né au Sénégal, et donc ayant fait la guerre d'Algérie aux côtés de la France. Donc c'est pour moi une grande émotion de vous entendre et de voir le travail important que vous faites, et notamment cette possibilité qui nous est donnée de croiser, de partager nos mémoires. Parce que je crois que fondamentalement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cela. Alors je vais vous parler donc d'une expérience locale, et également d'une expérience internationale que nous avons pu faire, disons, dans les 15 dernières années. Donc je m'appelle Karfa Diallo, je suis juriste, accessoirement écrivain, et je suis président de la Fondation du Mémorial de la traite des Noirs qui est basée à Bordeaux. Alors je parlais d'une expérience locale, c'est que vous savez, Bordeaux, beaucoup d'entre nous, je crois, qui sont présents ici, savons que l'histoire de la traite des Noirs et l'esclavage a d'abord été une histoire de porcs négriers.
C'est d'abord une histoire locale. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été heureux de transmettre le petit mot de Octave Sestor, que je salue, qui est donc un adjoint au maire à Nantes et qui aussi est un des porte-flambeaux du combat qui a été mené dans ces ports-là, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à La Rochelle, que ce soit à Nantes, que ce soit au Havre, même à Marseille. Nous savons qu'à Marseille, bien des navires sont partis de ce port. Donc, saluer Octave Sestor, parce que je crois que s'il y a aujourd'hui une dynamique sur la question de la mémoire de la traite des Noirs, il faut bien admettre que c'est une dynamique qui est portée, il me semble, par ces ports négriers, par ces anciens ports négriers. Il y a de cela quelques semaines, nous avons inauguré ensemble, Françoise Vergès, Lilian Thuram et bien d'autres ici présents, nous avons inauguré à Nantes le premier mémorial à l'abolition de l'esclavage, qui est un ouvrage fabuleux, extrêmement important, et qui participe à montrer qu'il y a une vraie dynamique, et que cette dynamique-là peut être portée par des citoyens de toutes origines, de toute mémoire, dans la préoccupation fondamentale qui est que nous ne pouvons pas construire une société apaisée si nous ne mettons pas nos mémoires ensemble, si nous ne les faisons pas dialoguer, non pas dans une concurrence ou dans une lutte ou dans un combat, mais au contraire dans un dialogue, dans un vrai partage. Et l'expérience locale à Bordeaux, deuxième port négrier français après Nantes, c'était une expérience d'un jeune qui arrive du Sénégal dans les années 90, étudiant en droit, et qui se remarque, qui constate l'amnésie extrêmement importante dans laquelle cette ville maintenait l'histoire de ce crime contre l'humanité. Nous savons qu'à l'époque, nous n'avions pas la chance d'avoir Madame Taubira porter la loi qu'elle a portée, qui a abouti en 2001. Donc dans une ville extrêmement conservatrice, extrêmement fermée, fin de la période Chaban, M. Alain Juppé qui est arrivé dans la ville. Donc très difficile à lever cette amnésie, et pourtant nous savons que des historiens avaient fait ce travail. Et d'ailleurs, je dois souligner que le seul travail universitaire très important qui a été fait sur Bordeaux a été fait par un Nantais, par Éric Sogera, donc qui est un historien qui est venu à Bordeaux pour faire le travail que les historiens bordelais devaient faire. Et je dois dire qu'encore aujourd'hui, malgré le fait que nous avons pu lever et en tout cas ouvrir cette ville à cette mémoire, l'Université de Bordeaux est encore complètement absente de ce travail-là. Aucun universitaire ne s'est aventuré à remettre en cause le conservatisme du bourgeois bordelais. Donc c'est bien regrettable. Donc un travail que nous avons engagé à la fin des années 90, précisément en 1998, lors du 150e de l'abolition de la traite des Noirs et l'esclavage, qui est un travail pédagogique avec la publication de documents, de livres, la publication d'une revue qui s'appelle Le Triangle Doré, mais aussi des actions revendicatives. Nous organisions, par exemple, dans les rues de Bordeaux, des marches disant que Bordeaux devait assumer son passé de port négrier, Bordeaux devait faire sa place à la mémoire de ce crime contre l'humanité et qu'il était temps de le faire. Donc ces actions ont permis petit à petit de convaincre les autorités locales, qu'elles soient les autorités de la ville de Bordeaux, mais aussi les autorités de l'agglomération, de la région, du département, et qui ont fait qu'au fur et à mesure, il y a eu un certain nombre d'actes symboliques très importants qui ont été posés dans la ville. En 2006 d'abord, lors de la première commémoration de l'abolition de la traite des Noirs et l'esclavage en France, c'était la première commémoration en 2006, avec donc l'inauguration d'une plaque commémorative sur les quais de Bordeaux et qui reconnaissait que cette ville avait un passé négrier et qu'elle était prête maintenant à enclencher le processus de reconnaissance de cette mémoire-là, mais également l'édification d'une stèle donc, pour un héros oublié, qui est Toussaint Louverture, par exemple, et donc une stèle qui a été élevée sur la rive droite à Bordeaux. Et en parlant de Toussaint Louverture, c'est l'occasion de dire comment faire en sorte que ces mémoires puissent être des mémoires qui se partagent et qui se conjuguent. Le rôle d'Haïti, le rôle de l'ancienne Saint-Domingue dans l'édification de la nation française, dans l'édification de la société de droits de l'homme que nous saluons aujourd'hui, est un rôle extrêmement important. Très peu au niveau de l'éducation nationale, très peu d'enseignants, par exemple, disons, transmettent cette mémoire-là, c'est-à-dire l'idée que pour que les droits de l'homme soient universels, ce n'était pas en 1789, c'est en 1794. Puisqu'en 1789, nous le savons, les milliers d'affaires bordelais, rochelais, nantais montent à Paris et refusent que la Convention n'abroge l'esclavage et la traite des Noirs. Il a fallu la révolte haïtienne de 1791
pour que véritablement en 1794, on puisse avoir donc une universalité des droits de l'homme. Donc cette contribution de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui, dans le dénuement le plus total, ont pu résister, ont pu créer d'autres sociétés, d'autres cultures, c'est une contribution qui est extrêmement essentielle. Et c'est dans la transmission de cette contribution que nous ferons de cette mémoire-là une mémoire qui est vraiment commune, partagée. Et cela change fondamentalement le regard, et ça me permet également d'aborder une autre question qui a été également posée, il me semble, c'est comment engager concrètement le processus de mise en conversation des histoires coloniales. Faut-il envisager une commission vérité et justice? Je vais aborder une question qui est une question un peu difficile, hein, je dois l'avouer, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que nous travaillons là-dessus. C'est la question des héritages urbains de la traite des Noirs et de l'esclavage. Nous savons qu'à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle, au Havre, nous avons une signalétique urbaine qui est une signalétique qui valorise une certaine mémoire. Nous avons des armateurs négriers, des capitaines négriers qui, dans ces villes-là, trônent donc au fronton de nos villes. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces rues, de ces hommes que nous honorons? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Il est vrai que la loi qui a été votée est une loi qui n'aborde pas la question des indemnisations, des réparations. Mais il nous a semblé important que cette question soit ouverte, encore une fois, parce que c'est une question essentielle. Nous en avons un certain nombre de rues à Bordeaux, à Nantes, à La Rochelle et au Havre. La réflexion sur la signalétique urbaine est une façon aussi de réparer symboliquement cette mémoire-là, de faire en sorte qu'on puisse, pourquoi pas, apposer des plaques explicatives en bas des rues qui honorent ces armateurs négriers, pour ne pas laisser cet honneur-là qui est fait à des hommes que nous avons quand même qualifiés de criminels contre l'humanité. Donc pour nous, c'est une chose extrêmement importante et sur laquelle il faut travailler. Je vais finir par un autre aspect qui est très important, c'est la question de l'expérience internationale. Nous étions une petite association bordelaise dans les années 90. En 2006, nous avons eu la chance, avec le parrainage de Françoise Vergès, de Benjamin Stora, mais aussi de Patrick Chamoiseau et de Ronnie Broman, de mettre en place ce que nous avons appelé, peut-être un peu pompeusement, Fondation du Mémorial de la traite des Noirs. Et cette structure a pu, en partant de son expérience locale, bordelaise, française, a pu s'exporter quelque part, puisque nous avons mis en place un lobbying assez important en Afrique, qui a fait que le Sénégal est aujourd'hui le premier pays africain à déclarer la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Jusque-là, la France était toute seule dans ce combat-là et nous avons pu convaincre les autorités sénégalaises, à force de travail, pour qu'elles puissent faire leur place à cette mémoire, réparer cet oubli dans lequel l'Afrique également tient la mémoire de la traite des Noirs et l'esclavage. Donc vous voyez que c'est une question qui n'est pas une question seulement franco-française, c'est une question qui dépasse la France. Et ce que je peux dire, en tout cas, pour appeler les acteurs politiques qui sont là, mais également les acteurs associatifs et les chercheurs, c'est de renforcer véritablement ces liens-là, de sorte que dans tous les pays anciennement esclavagistes européens, on puisse avoir une loi qui déclare la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité, et qu'également en Afrique, nous sommes en train d'y travailler avec d'autres pays africains, nous puissions également donc faire de cette mémoire-là une mémoire partagée, une mémoire apaisée, une mémoire du dialogue, une mémoire heureuse, une mémoire qui se tourne vers l'avenir, c'est-à-dire vers des problématiques qui sont là, qui sont vraiment concrètes, de développement, mais aussi de lutte contre des formes d'esclavage qui sont encore là. Je vous remercie. Merci. À propos de la précédente intervention de Mme Benassi-Lancou, je vous invite à lire le numéro des Temps modernes qui est consacré, qui est paru en novembre dernier, où il y a d'ailleurs des articles de Benjamin Stora et de Gilles Manseron. Et moi, j'ai beaucoup appris de ce numéro. Et c'est vrai que ce sont des situations plus difficiles. On a toujours les idées préconçues. Et comment un processus comme celui que nous cessons d'entamer va aussi bousculer ces idées reçues. Donc là, CARFA posait une autre question, la question des réparations, des formes de réparation que pourraient prendre. Donc c'est des débats. François Durper, maintenant, historien, enseignant à l'université de Cergy-Pontoise, dont la dernière publication est « Nous sommes tous la France, essai sur la nouvelle identité française ». Alors, François, c'est 4 minutes pour toi. Sinon, tu vas nous le faire 10. Donc 4 minutes pour répondre à 2 questions. D'accord. La première, c'est pourquoi intégrer la mémoire
l'histoire des traites et de l'esclavage, de ces abolitions. Cette année, le CPMHE a souhaité intégrer et inviter des délégations européennes. Et donc la présence de délégations européennes fait que on voit la spécificité française de cette histoire. C'est que c'est pas uniquement de l'histoire, c'est du présent. Parce que les territoires d'outre-mer, ils sont encore français. Et donc si ces territoires sont encore français, ça veut dire qu'effectivement il ne s'agit pas d'une histoire étrangère, ces territoires ne sont pas indépendants, donc ce n'est pas une histoire qui doit être indépendante, qui doit être traitée dans des manuels scolaires indépendants et qui doit être traitée par des médias qui concerneraient uniquement les Outre-mer, etc. Donc la réponse apparaît simple. Et si les ultramarins en France sont une communauté qui n'est pas une communauté étrangère, il s'agit de traiter simplement quelque chose qui est de la communauté nationale. Alors ensuite, la deuxième question, c'est la question de comment. La première, Benjamin a commencé à y répondre, c'est faire pression sur le politique et sur le média. On est mieux traité, la journée nationale du 10 mai est mieux traitée qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. On est au Sénat, Public Sénat est là et sera là encore demain. Mais on n'est pas encore complètement bien traité, surtout lorsqu'on compare aux autres journées nationales et aux autres journées commémoratives. Le 8 mai, il y avait un président presque entrant et un président presque sortant. Demain, on verra quel signe sera donné. Si le président presque entrant est là et le président presque sortant est là, on pourra dire qu'on est traité à égalité. Sinon, il reste du chemin à faire. Si demain, on est traité sur France O, sur les radios caribéennes, mais aussi à l'entrée du journal de TF1 et de France 2, on pourra dire qu'on est traité à égalité. Si ce n'est pas le cas, il reste encore du chemin à faire. Et puis ensuite, le deuxième volet, c'est la question de l'éducation. Benjamin en a déjà parlé, c'est absolument fondamental. C'est dans le programme qui va venir du prochain président, la question de la formation. Donc, quelle place pour cette histoire dans la formation des maîtres? Tu as parlé de l'enseignement secondaire, c'est très important dans l'enseignement également primaire, parce que beaucoup d'instituteurs et institutrices, professeurs des écoles, ils ont l'impression que ce n'est pas une histoire encore très française, donc ils font intervenir des intervenants extérieurs. Il n'y a pas de raison à cela. Puis surtout, derrière tout ce qu'on peut faire, c'est la question du sens à tout cela. C'est-à-dire peut-être mettre en place une commission pour réécrire ce récit national. Après tout, l'histoire qu'on enseigne à l'école primaire, c'est une histoire qui a été écrite sous la Troisième République. Il faut la réécrire au début du XXIe siècle. Et là, la question, il n'y a peut-être pas une vision de gauche et une vision de droite de ces questions-là. Mais en tout cas, il y a une vraie différence entre ceux qui considèrent que la France est issue d'un seul héritage et ceux qui considèrent que la France a une identité et une identité à défendre. C'est vrai, les Américains défendent leur identité, les Chinois défendent leur identité, les Français ont le droit de défendre leur identité, mais ils peuvent aussi dire que cette identité est plus forte parce qu'ils reconnaissent la pluralité de leur héritage. Il y a l'héritage de Rousseau, bien sûr, et puis qui a participé quand même à cette élaboration des droits humains qui trouve sa forme écrite en 1789, mais il y a aussi l'héritage de ces esclaves qui, en combattant, en souffrant d'abord, en étant victimes de cet esclavage et en combattant cet esclavage, ont donné corps à l'universel qui font les droits humains. Heureusement que le membre du comité pour la mémoire de l'esclavage, qui est François, rappelle ce qui va se passer demain, parce que j'avais oublié. Et il est vrai, donc là revient la question d'un nouveau récit républicain, qui a été introduit, donc cette formule par Benjamin. Et il est vrai qu'il faudra y penser, parce que on va combiner presque, donc, on pourrait dire, la connaissance froide et la mémoire chaude en même temps. Il y a une coexistence à ce moment que tu as décrit, à ce moment historique, où à la fois on est dans de la mémoire chaude et la nécessité de la connaissance froide. Et il va falloir trouver comment ne pas mettre de côté justement cette présence des mémoires chaudes fortes là, sinon elles se sentiront de nouveau, je pense, exclues et marginalisées. Yvan Jablonka, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université du Maine, chercheur associé au Collège de France, rédacteur en chef de La Vie des idées et co-directeur de la collection La République des idées au Seuil. Moi, j'ai voulu que sa dernière parution, Histoire des grands-parents, que je n'ai pas eu, une enquête, j'ai voulu que Yvan vienne parce qu'il avait écrit un livre sur les enfants de la Creuse, qui est un chapitre très, très, très peu connu quand même de l'histoire coloniale, postcoloniale, de déportation de jeunes enfants réunionnais à
arrachés à leur famille, à leurs parents. Et Yvan avait écrit un très beau livre. Nous l'avions invité d'ailleurs à La Réunion pour faire une conférence. Et j'ai voulu vraiment qu'il parle aussi de ces petits chapitres presque vraiment et presque une petite histoire, parce qu'on pourrait dire mais c'était pas si nombreux, quoi. Et comment aussi ces petits chapitres sont des chapitres absolument centraux parce qu'ils disent quelque chose vraiment profond. Bonjour, je m'exprime ici en historien et je voudrais vous parler d'un épisode d'histoire, la migration des enfants réunionnais, qui est plus fréquemment présenté comme un scandale. Scandale peut-être, mais c'est avant tout une page d'histoire et il est important de l'ouvrir et de la regarder en face. Permettez-moi en quelques instants de vous rappeler de quoi il retourne. Dans les années 60, l'île de la Réunion est une île misérable comparée à l'époque à sa voisine, l'île Maurice. C'est une île du tiers-monde. La misère est endémique, le chômage massif et il y a un certain nombre de problèmes sociaux, en particulier l'alcoolisme. Ce qui fait que dans les familles, dans certaines familles d'origine populaire, mais aussi d'autres origines, et dans les bidonvilles ou dans les hauts, il y a des violences familiales, là encore endémiques. En arrivant sur l'île de la Réunion comme député, Michel Debré s'attache à lutter contre cette crise multiforme, sociale, économique, familiale à certains égards, et il lie cette crise à la surpopulation. Il fait de la surpopulation en quelque sorte un ingrédient, un facteur de cette crise multiforme. Et pour Michel Debré, la crise et la surpopulation risquent de former un cocktail détonnant et de conduire l'île vers l'indépendance, alors même que Michel Debré a subi quelques années plus tôt un crève-cœur puisqu'il a perdu l'Algérie française à laquelle il tenait tant. Donc dans ce contexte de crise, de surpopulation et de décolonisation dans le reste de l'Empire français, naît l'idée d'organiser une migration vers la métropole pour soulager le surplus humain, entre guillemets, de l'île. Cette migration vise d'abord les adultes et elle est régie par le Bureau des migrations intéressant les DOM, donc elle a lieu par définition également aux Antilles et en Guyane, mais dans un volet moins connu, la migration vise également les enfants. Alors pour avoir un pouvoir sur la personne des enfants, il faut les immatriculer et c'est ici que la DAS de la Réunion va jouer un rôle primordial. En effet, un certain nombre d'enfants, à la fin il y en aura 1600, sont immatriculés dans des conditions qui frôlent l'illégalité. Et ces enfants sont donc immatriculés, c'est-à-dire retirés à leurs parents avec un certain nombre d'artifices et d'expédients administratifs et légaux, puis ils sont expédiés pour un aller simple en métropole. Sur place, ils connaissent ce que j'ai appelé un choc métropolitain. Au-delà du choc thermique et de la différence des cultures, il y a aussi la découverte du racisme, la dislocation des fratries, ou le fait qu'ils comprennent que leur enfance et leur adolescence se dérouleront en métropole puisqu'ils ne sont pas censés revenir dans leur île natale. Et puis au-delà de ce choc métropolitain, il y a un certain nombre de catastrophes humaines sous la forme d'esclavage moderne, puisque un certain nombre d'enfants sont traités comme des esclaves dans certaines fermes auprès de certains artisans. Et puis au-delà de cet esclavage, il y a un certain nombre de souffrances extrêmes, clochardisation, hospitalisation, internement, suicide ou encore délinquance. Toute la France reçoit des pupilles réunionnais, ce qui fait que, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une migration dans la Creuse, mais vers 60 départements de métropole, la Creuse bien sûr, mais également le Tarn, la Lozère ou encore le Gers et les Pyrénées-Orientales. Et cet échec ne s'est pas arrêté parce que c'était un échec précisément, mais pour des facteurs exogènes qui n'appartenaient en rien à la migration. Par exemple, l'élection de Mitterrand a porté un terme à cette migration. Pourquoi, à mon sens, faut-il intégrer cette page d'histoire dans le grand livre du récit national ? D'abord parce que cette migration est exécutée par l'État. En effet, l'assistance publique au XIXe siècle et les DAS au XXe siècle sont
connaissent une subdivision départementale, mais elles sont prises en charge par l'État, eu égard à l'importance des enjeux, la protection de l'enfance. Deuxièmement, Michel Debré est député, mais il est aussi ministre. Et toute la correspondance au sujet de la Réunion, il la reçoit dans ses différents ministères, par exemple le ministère de la Défense. C'est là qu'il reçoit sa correspondance liée à la Réunion. Enfin, ce sont des ministères, et en particulier le ministère de la Santé, qui supervisent cette migration. Deuxièmement, la migration est inséparable de la départementalisation. En effet, elle a été permise par un certain nombre de lois sociales d'origine métropolitaine, mais qui, à la faveur de la départementalisation, ont été intégrées dans la législation locale. Et en effet, par exemple, d'un point de vue légal, il n'y a aucun problème à transférer un pupille de l'État d'un département vers un autre. La Réunion était en département, la Creuse aussi. Il ne s'agit ici, légalement, que d'une migration interdépartementale. Enfin, troisième raison pour laquelle il me semble important d'intégrer cette page au récit national, cette migration réunionnaise nous fait entrer dans l'ère postcoloniale. En effet, la postcolonialité est caractérisée par ces paradoxes. En effet, d'un côté, Michel Debré est celui qui a réussi à augmenter, dans une certaine mesure, le niveau de vie sur l'île, en particulier grâce à la généralisation des allocations familiales et au fait que la solidarité nationale a bénéficié à La Réunion comme aux autres DOM. Et en même temps, l'exercice du pouvoir par Michel Debré, c'est aussi l'autoritarisme, une conception proconsulaire du pouvoir et l'utilisation d'enfants comme moyen d'une politique. Ce qui fait que la migration des enfants réunionnais, ce n'est pas une bavure, ce n'est pas une déviation malheureuse. C'est une politique d'État qui a été menée par et pour l'État français, principalement pour que la Réunion reste dans le grand ensemble national. Permettez-moi, dans les 2 minutes qui viennent, de m'interroger sur la manière de rendre justice aux enfants qui ont été transférés de leur île vers la métropole. De quelle justice parle-t-on ? Vous savez peut-être qu'il y a eu un certain nombre d'actions contentieuses devant un certain nombre de juridictions et les associations ou anciens pupilles de l'État font valoir leurs droits et demandent un certain nombre de réparations et d'indemnisations. Je ne me prononcerai pas sur cette question parce que je ne suis pas juriste ni avocat et du fait, il me semble que si faute administrative il y a, elle est aujourd'hui malheureusement prescrite. Je vais parler de la justice en tant qu'elle est une aspiration à la vérité. En tant qu'historien, je crois qu'il y a une vérité historique et c'est une manière de rendre justice. La vérité est due d'abord aux intéressés. Je pense qu'il faut ouvrir tous les dossiers d'enfants et de la DAS de La Réunion pour permettre aux intéressés de savoir la vérité sur leur histoire individuelle et familiale. Ils doivent pouvoir consulter librement leurs dossiers et on peut imaginer une procédure de numérisation, et ils doivent également pouvoir renouer les liens familiaux qui ont été dénoués sur l'île de La Réunion. Deuxièmement, la vérité, elle est due à ceux qui l'établissent, les historiens. L'histoire se fait avec des archives, et quand j'ai fait mon livre sur cette migration, Enfants en exil, j'ai eu du mal à avoir accès à un certain nombre d'archives. Il y a 3 fonds auxquels je n'ai pas eu accès, une partie du fonds Michel Debré, une partie du fonds sur la DAS de la Creuse et des fonds sur les hôpitaux psychiatriques des régions où les enfants ont été transférés. Pourquoi ? Y a-t-il une vérité à cacher ? Je ne veux pas ici exprimer ni des accusations ni des fantasmes, mais précisément, il n'est pas bon que les historiens fantasment et deviennent paranoïaques. Troisièmement, la vérité est due au public. Je crois qu'il est important de mener, non pas ce qu'on a appelé par un mot vain que, encore une fois, personne ne souhaite, la repentance. Je crois en revanche qu'il est important de mener une réflexion collective et officielle à ce sujet. Il doit être confectionné un rapport officiel, impartial et de qualité, ce qui, à ma connaissance, n'a jamais eu lieu. Et pourquoi pas, on peut ouvrir un fonds qui viendrait documenter toute cette histoire. Enfin, la vérité, elle s'exprime par l'enseignement. Et je crois qu'il est temps que cette page entre dans les manuels scolaires. Pourquoi ? Parce que la migration réunionnaise exprime une certaine conception du pouvoir sous la Ve République.
La Ve République, il y a une république gaulienne, une conception gaulienne et aussi propre à Michel Debré, qui considère un petit peu que l'intendance suivra. Et l'intendance, en l'occurrence, c'était les enfants. Deuxièmement, cette page d'histoire nous permet de mieux comprendre l'atmosphère de violence physique, morale, qui a été celle de la France au début des années 60. Et en ce sens, on peut lier la migration réunionnaise à des épisodes autrement plus graves et cette fois criminels, comme la répression de la manifestation de 1961 ou encore celle du métro Charonne. Enfin, cette page d'histoire doit nous faire réfléchir sur ce que c'est que l'intégration républicaine, qui vise à la fois des enfants et, on le voit, des territoires. Et cette intégration qu'on vante tant est aussi porteuse d'une certaine violence morale. Et cette page d'histoire nous permet d'y réfléchir. Ce qui est douloureux dans cette page d'histoire, ce sera mon dernier mot, ce qui est douloureux dans cette migration réunionnaise, c'est qu'elle a fait souffrir des enfants et des adultes, mais c'est aussi qu'elle fermente dans une espèce d'atmosphère de secret, secret d'État à certains égards, et pourquoi pas mensonge. Et c'est quelque chose que l'historien doit combattre, ou du moins dissiper. Je crois en ce sens qu'il est important de rétablir la migration réunionnaise, non pas nécessairement comme un scandale à dénoncer, mais tout simplement comme une page d'histoire à étudier, un épisode capital de la Ve République et de l'ère postcoloniale dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Oui, je vous invite vraiment tous à connaître cette histoire, qui est une histoire où il y a des pages absolument déchirantes, évidemment. Yvan a souligné la question de l'accès aux archives, l'accès par le grand public et l'accès par les chercheurs, qui est évidemment une question centrale pour pouvoir réécrire ce nouveau récit républicain. J'invite maintenant Marie-Josée Jolivet, anthropologue, directrice de recherche émérite à l'IRD, membre de l'UMR, 205 IRD Paris 7 Nice, et dont la publication récente, Histoire, identité et logique ethnique, Amérindiens, créoles et Noirs marrons en Guyane, dirigée avec Gérard Colombe. J'ai voulu inviter Marie-Josée Jolivet pour parler justement des communautés de Guyane, pour qu'on n'ait pas cette impression qu'un territoire, il y a les Guyanais, où il y a les Martiniquais, où il y a les Réunionnais, que aussi ces territoires, il y a sur ces territoires des différences et une hétérogénéité. J'ai une petite question. Oui. Là, moi, j'avais compris qu'il y avait deux questions auxquelles on répondait séparément. J'aurais deux interventions possibles. Vous cumulez tout là. Alors, ça m'oblige à synthétiser. Bon. En fait, dans les deux questions, vous portez. Oui, voilà. Oui, j'avais prévu parce que, en fait, c'est une gageure de parler de la complexité de la Guyane. En 5 minutes, 10 minutes, c'était déjà une gageure. Bon. Parce que donc j'interviens ici, on vient de vous le dire, au nom de la diversité des composantes de la société guyanaise. Il faut rappeler que pendant longtemps, l'histoire de la Guyane a été réduite à l'histoire dans le récit national, à l'histoire de la colonisation, des faits d'armes ou du bagne. Quand je dis il y a longtemps, c'est jusqu'aux années 70. Il faut bien prendre conscience que l'émergence de la société esclavagiste, de l'histoire de l'esclavage, etc., est quand même assez récente. Bon, alors c'était un tournant important auquel j'ai participé, mais ce n'est pas suffisant comme tournant, si je puis dire, puisqu'en principe, il faut aussi maintenant incorporer le récit, à ce récit l'histoire des Amérindiens, qui sont les premiers occupants de la Guyane, ainsi que celle des Noirs marrons, en particulier d'un groupe qu'on appelle Aloukou et qui est, depuis 1891, officiellement reconnu comme relevant de l'administration française. Alors, depuis une trentaine d'années, les Amérindiens font entendre leur voix et ils œuvrent pleinement à une reconnaissance de leur place en Guyane. Donc, c'est pas là-dessus que je vais insister, parce que je suis obligé de faire des choix. Que les Amérindiens me pardonnent, je vais parler des autres, c'est-à-dire des marrons. Le grand marronnage, on a appelé grand marronnage les mouvements d'esclaves, au temps de l'esclavage, d'esclaves qui fuyaient les habitations des colons sans esprit de retour. Alors en Guyane, ce grand marronnage n'a pas donné lieu à des tentatives durables. En revanche, dans la colonie hollandaise voisine, l'actuelle Suriname, le grand marronnage a donné naissance à 6 groupes distincts qui forment autant de petites sociétés quasi autonomes qui se sont installées le long des fleuves qui descendent de l'intérieur amazonien. Et parmi ces 6 groupes, il y en a 4 qui concernent actuellement la Guyane.
dont les Aloukou que je vous ai cités tout à l'heure. Et par ailleurs, c'est aussi lié au fait que parmi les fleuves le long desquels ils se sont installés, il y a le Maroni qui marque la frontière entre le Suriname et la Guyane. Et que pendant longtemps, la source de ce fleuve est restée indécise, ce qui fait que jusqu'en 1891, on ne savait pas du tout où passait la frontière. Il y avait donc des Marrons qui ne savaient pas de quel côté ils se trouvaient. D'ailleurs, qui s'en moquaient à l'époque, puisqu'il n'y avait personne dans le coin. Mais enfin, ils ne le savaient pas. Alors, leur territoire ancestral, alors je voudrais parler maintenant plus particulièrement d'un de ces groupes, à titre d'exemple, celui des Njuka, qui donc a un territoire ancestral qui se situe officiellement au Suriname, puisque c'est comme ça que l'accord a été, la frontière les a placés de ce côté-là, mais bon, qui ont toujours pratiqué une mobilité saisonnière importante et coutumière, et ça, depuis la reconnaissance de leur autonomie par le gouverneur du Suriname en 1760, ce qui prouve donc que ce n'est pas récent. Ils naviguaient dans cette région depuis très longtemps. Donc, en plus, il y a une guerre civile qui a enflammé la côte surinamienne entre 86 et 92, en laissant derrière elle des séquelles persistantes, et une partie de ces Njuka a émigré sur la rive franco-guyanaise du dit Maroni, dans un mouvement qui, au départ, était censé être temporaire, où il y a eu des camps de réfugiés, etc., mais qui s'est révélé finalement durable et a en tout cas abouti à un fort accroissement démographique qui illustre assez bien notamment la multiplication depuis une vingtaine d'années des collèges, des lycées, etc., dans la ville et plus largement la région de Saint-Laurent-du-Maroni. Bon, j'arrête là cet historique plus succinct, mais ce que je voulais vous dire, c'est vous permettre d'entrevoir la question cruciale qui se pose quant à l'intégration de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage dans le récit national. Quelle place doit-on faire à l'histoire des Marrons et à leur lutte particulière contre l'esclavage? Vous comprendrez peut-être mieux la question si je vous dis qu'en 1998, j'étais sur le terrain, et à cette époque-là, il y avait la commémoration du 150e de l'abolition de l'esclavage, on en parlait beaucoup sur place. Moi, j'ai rencontré des jeunes Njuka, donc ce groupe dont je vous parle, qui étaient issus des camps de réfugiés et qui étaient persuadés, donc 15, 16 ans par là, 17, persuadés que la société Njuka était née de la liberté octroyée en 1848 par cette abolition. Alors, cette fusion, on peut même dire cet anéantissement de leur histoire propre dans l'histoire guyanaise, est-ce que cet anéantissement, disons, est-il souhaitable en vue d'une homogénéisation de l'histoire locale, notamment dans son rapport à l'histoire nationale, ou bien est-elle dommageable pour des gens dont il faut préciser qu'ils ont quand même longtemps été l'objet d'un certain mépris, ils étaient considérés comme des primitifs au sens péjoratif du terme parce qu'ils vivaient selon des standards qui n'étaient pas les standards occidentaux. Donc on voit là la nécessité, de mon point de vue, d'introduire au moins à l'école, et il en a été question tout à l'heure, un certain nombre d'éléments de connaissance apportés à la connaissance des Guyanais et de l'ensemble des Guyanais, mais au-delà de l'ensemble de la population française. Bon. Si personne n'ose plus dire aujourd'hui que les Marrons, en tout cas les Aloukou en tant que groupe, ainsi que ceux qui sont de nationalité française, ont une part dans la vie de la présente Guyane, il y a quand même du chemin qui reste à faire quant à la reconnaissance donc de leurs histoires propres et de la contribution de ces histoires à l'histoire générale. Alors eux, ils parlent de l'histoire des premiers temps pour désigner le moment où ils ont fui les plantations et où ils se sont installés donc dans leurs territoires ancestraux. Cette histoire, il faut bien le dire, est celle d'une libération par eux-mêmes du joug esclavagiste. Alors quand on se rappelle l'ardeur que les Martiniquais, par exemple, ont déployé dans le sillage des positions prises par Aimé Césaire pour faire admettre la date du 22 mai comme étant seule pleinement significative de leur libération, parce que cette date correspondait à l'insurrection de ceux qui ne voulaient plus attendre un jour de plus l'application des décrets du 27 avril 1848, que venait de Paris donc. Quand on a cet exemple à l'esprit, on peut comprendre assez bien l'enjeu de la question. Alors en Guyane, le fait qu'il n'y ait pas eu d'insurrection de ce style est lié aux particularités géographiques comme la dispersion des habitations et la difficulté des communications. Ce n'était pas le même contexte. Mais il n'empêche que, par comparaison, l'auto-libération précoce des Marrons ne devrait être perçue, me semble-t-il, qu'à l'avantage de ces derniers. Et on peut constater que même pour eux-mêmes, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas pour l'instant. Bon.
Alors certains objecteront que les sociétés marronnes des Guyanes sont nées au Suriname et sont le produit d'histoires particulières des habitations du Suriname où les esclaves étaient soumis à une discipline de fer. Bon, doit-on pour autant considérer que leur histoire n'appartient qu'au seul Suriname, où elle est d'ailleurs enseignée à l'école, au moins succinctement? Doit-on au contraire comprendre l'histoire de l'esclavage comme un tout plus large, incluant dans ses différences le passé de tous ceux qui sont aujourd'hui présents sur le sol de Guyane? Vous aurez compris, je pense, que c'est la deuxième position qui est la mienne. Et c'est là où la question de l'échelle à laquelle il convient d'envisager, dans le cas guyanais, cette mise en conversation des histoires coloniales prend tout son sens, me semble-t-il. Une action au niveau national pourrait ici avoir un double rôle à jouer, non seulement dans l'arbitrage des rapports entre l'histoire du colonisateur et celle, au pluriel, des colonisés, mais aussi pour garantir la pleine reconnaissance de la pluralité de ces dernières et redonner ainsi aux Marrons, ainsi qu'aux Amérindiens, qui eux ont résisté à la mise en esclavage, leur redonner la possibilité d'une image de soi revalorisée à travers leur propre histoire, étant entendu évidemment que ça doit être dans une interrelation et une connaissance au maximum élargie. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais voilà. Je vous remercie beaucoup. De toute façon, il est évident que si on voulait vraiment couvrir toutes les mémoires et histoires coloniales, il y aurait 4 fois plus de monde et on aurait. C'est donc un début. Et c'est vrai que c'est un exercice difficile auquel je vous ai convié, qui est à partir des expériences que vous avez de répondre à ces questions. Donc, en fait, c'est répondre pourquoi est-il important d'intégrer les mémoires et l'histoire coloniale que vous connaissez, dont vous êtes porteur, dans le récit national. Et comment engager concrètement? Faut-il envisager donc une commission vérité-justice? Donc, j'invite Almami Kanouté à venir prendre la parole, président de l'association 83e Avenue, interculturelle et intergénérationnelle, et qui va se présenter aux élections municipales, cofondateur du mouvement politique Émergence. C'est bien cela, Almami? Bon, tu as 5 minutes. Tu me promets? Je vais faire moi aussi. Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier Françoise Vergès qui m'a invité à pouvoir témoigner et participer à cette réunion. Donc, pour commencer et pour répondre à cette question, pourquoi est-il important d'intégrer cette mémoire et cette histoire dans le récit national? Je dirais qu'il est plus qu'important, notamment sur une partie de mon parcours que je vais évoquer très rapidement. J'ai longtemps été engouffré dans une turbulence intérieure du fait que, étant français, on a cherché en quelque sorte à m'imposer une histoire qui n'était pas entièrement la mienne. À partir du moment où on nous évoque des mots comme des valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, je n'ai pas senti ces valeurs me représenter et me porter. Tout simplement parce que quand on essaye de participer, de s'impliquer, que ce soit dans la vie locale, régionale ou nationale, à partir du moment où une république, un pays ne respecte pas l'histoire de toutes ces entités, il y a un gros problème. Et l'importance, c'est effectivement de pouvoir échanger, partager, même si des histoires ont eu des aspects négatifs. On en a la preuve encore aujourd'hui sur des propos et des actes négrophobes que j'ai su encore aujourd'hui, que j'essaye de combattre avec pas mal d'organisations. On se doit de pouvoir se dire les choses ouvertement et dans le blanc des yeux, sans forcément attendre qu'on tourne le dos et tenir des propos qui pourraient nous blesser. Et je vais évoquer aussi le fait que j'ai encore des cicatrices qui ont du mal à être réparées, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas se retourner les uns contre les autres. J'ai écouté mes prédécesseurs. Je suis content d'avoir entendu certaines propositions, certaines synthèses, certaines réflexions, notamment celles validées par M. Stora.
mais pas d'accord avec l'histoire racontée à part. Puisque je pense, à mon avis, que ce serait de continuer à alimenter la mise à l'écart de cette histoire qui est censée être commune. Je vais parler d'héritage, effectivement, ayant grandi et passé pratiquement toute ma vie, encore aujourd'hui, dans un quartier populaire. Je prends le risque de dire que je représente aussi ce nouveau visage français, que beaucoup de politiques ont du mal à reconnaître et à accepter. Il y a eu cette polémique sur les drapeaux qui ont été brandis après les résultats des élections. Et je trouve anormal que ça puisse choquer, puisque ces drapeaux font partie de la France. Et pour faire court, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais enchaîner sur certaines propositions. Donc je suis favorable à des interventions dans des établissements, comme on a pu en avoir étant plus jeune, des interventions d'anciens d'une partie de l'histoire de la France, ou une participation de la France sur l'histoire d'autres pays. Je vais aussi évoquer le fait qu'il faudrait renforcer la formation du corps enseignant concernant la mémoire coloniale, appuyer la réflexion du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, notamment sur la création des musées des histoires coloniales, un mémorial de l'indigène aussi. Je pense que c'est très important aussi de pouvoir partager une partie de cette mémoire. Et évoquer aussi le fait qu'il faudrait une loi anti-négation des massacres dus aux colonisations. Et pour finir, j'aimerais évoquer les combats que je mène tous les jours et les problématiques et les difficultés auxquelles on est confronté encore aujourd'hui quand on est français, d'origines diverses et variées, qu'il est plus qu'important que nous puissions continuer à nous impliquer à tous les niveaux, et pas uniquement que par le biais du sport et de la musique, comme on a trop souvent l'habitude de nous présenter sous ces angles-là. Et si je fais de la politique aujourd'hui, c'est tout simplement pour contribuer à cette évolution commune, par le biais de toutes ces histoires, et de pouvoir se donner la main tous ensemble, et de cesser comme je l'ai évoqué une nouvelle fois tout à l'heure, de se tirer dessus ou de se pointer du doigt à chaque fois, puisque ça nous fait perdre du temps, et je pense qu'il est temps de passer à l'acte. Il est bien beau de porter des valeurs de rassemblement, d'unité, d'amour, et je pense qu'il est temps de passer à l'acte. On a trop perdu de temps sur des réunions, des réflexions. Je pense que voilà, je ne lance pas un appel à manifester, mais je pense qu'il est temps de croiser, comme il se passe aujourd'hui, nos mémoires, nos réflexions et nos forces positives. Je vous remercie. Merci. Alors, comme vous voyez, nous prenons évidemment du retard, parce que c'est toujours comme ça. Mais malgré tout, il va falloir un peu rattraper le temps. Alors, je vous rappelle que tout va être publié. Donc, tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous proposé sera publié. Et donc, on pourra y faire référence. Tout le monde pourra y faire référence, puisque ces publications seront évidemment accessibles. Donc, voilà, il faudrait resserrer un peu. On a encore une personne là, puis Pascal Blanchard. On va avoir une pause qui va être raccourcie. Je rappelle aussi quand même, évidemment, on a beaucoup de choses à dire, mais je rappelle qu'on a la chance extraordinaire de le faire aujourd'hui dans les salons de la présidence du Sénat, à l'initiative du président du Sénat, invité par la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, et qui est aussi présente d'ailleurs la présidente de la délégation à la culture, Madame Blandin. Et qu'il y a aussi d'autres parlementaires, sénateurs et sénatrices, et Madame Taubira dans la salle. Donc nous sommes
il y a vraiment une opportunité, à côté de toutes les opportunités qui ont été décrites. Donc, il est possible, évidemment, de passer peut-être à cette étape, enfin, aujourd'hui, d'apaisement. Donc, les questions, n'oubliez pas que les questions du public sont attendues. Et je vois d'ailleurs des tas de personnes dans la salle qui ont certainement des choses à dire. Marie-Josée Ali, Catherine Krivitovic. Madame Blandin, vous voulez intervenir? Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous en prie. Avant, Emmanuel, tu permets que Madame Blandin? Très rapidement, juste en réaction. D'abord pour vous dire que les politiques ont besoin des chercheurs, mais ça ne suffit pas, que nous nous engageons devant vous à inspirer les politiques publiques avec la richesse que vous nous apportez. Sur l'expertise d'usage d'Axiom, vous dire que quand le Centre dramatique de Lille joue en 1995 une pièce de Rachid Boudjedra qui s'appelle Mine de rien et qui raconte l'histoire d'un immigré perdu dans les galeries du métro en comparaison avec le sort des Polonais et des Belges dans les galeries de mine, la salle est pleine et on a des mémoires croisées et des émotions croisées. Benjamin Stora nous a dit l'audiovisuel est à revisiter. Je voudrais dire qu'il y a aussi de la place à faire dans la culture, en dehors de l'audiovisuel qui en fait partie. Et je vous assure que quand on promeut la culture de tous, au lieu ou en plus de la culture pour tous, eh bien c'est très difficile. On a parfois l'impression que quand on dit que l'effort des politiques publiques pour la culture doit se diriger vers les banlieues, vers la diversité, autrement que par les politiques de la ville, quand on parle de la culture de tous, on a parfois l'impression auprès de nos élites d'assassiner Molière. Dernier point, Françoise Vergès a parlé de connaissances froides, puis elle a parlé d'histoire chaude. Et moi, je vous dis que toute la connaissance que vous allez rassembler, nous en aurons besoin aussi pour un présent brûlant. Aujourd'hui, notre chocolat, il est à 75% issu de l'esclavage d'enfants, 230 € le prix d'un gamin ou d'une gamine malienne. Et la moitié de ce chocolat est consommé en Europe. Donc nos gourmandises ont un peu de sang. Et aller plus loin aussi, vous dire que la transition énergétique, c'est pas du luxe, c'est que toute notre économie repose sur de l'énergie bon marché, sur l'uranium des Touaregs, sur le pétrole du delta du Niger, et que ça ne fonctionne qu'avec des dictateurs qui matent les populations et les droits essentiels d'une Afrique qui a bien besoin d'autre chose. Merci. Est-ce qu'un autre sénateur, sénatrice, Madame la députée Oui, Madame la députée. Je peux parler d'ici ? Merci, oui. Très rapidement, merci Françoise Vergès, présidente du CPMHE, pour cet événement parrainé ou organisé ou initié ou monté par le comité des sénateurs pour la délégation, enfin, ils se connaissent. Je veux saluer en particulier, merci Marie-Christine pour ces paroles très très fortes, et c'est sur elle d'ailleurs que je vais enchaîner. Mais je veux en particulier saluer évidemment toutes les sénatrices et tous les sénateurs et autres parlementaires, s'il y a des députés et des anciens députés devenus sénateurs, j'en ai aperçu un tout à l'heure. Je veux saluer en particulier la présence de Catherine Tasca, qui est présente dans la salle, et que je vous demande d'applaudir parce que Catherine Tasca était présidente de la commission des lois lors des débats pour l'adoption de la loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Nous avons débat et nos débats ont été un peu compliqués et Catherine Tasca a mené les choses avec la maturité
la ferme douceur ou la douce fermeté qui convenait aux circonstances. Juste deux mots rapidement à la suite de ce que disait Marie-Christine Blandin tout à l'heure, c'est-à-dire nous ramener à aujourd'hui. Alors moi j'ai entendu quelques mots, réconciliation, guerre, concurrence, qu'on entend depuis quelques années d'ailleurs. Moi je ne sais pas avec qui je suis fâchée, je ne sais pas d'ailleurs qui est fâché avec moi non plus. Cette guerre des mémoires dont on nous parle, moi heureusement qu'elle ne semble pas sanglante pour l'instant. Mais je veux dire qu'il faut aussi qu'on sorte de cette dialectique. Il y a probablement des guerres sémantiques à mener très très rapidement. Il faut sortir de cette dialectique à considérer que le diagnostic que l'on peut faire sur ces questions-là, c'est un diagnostic de cloisonnement, d'enclavement, de séparation. Et lorsque la parole sort, c'est une parole portée par des gens concernés. Mais moi, je suis concernée par des tas d'événements. Je suis concernée par des tas d'histoires. Je suis concernée par le monde. Je suis concernée par les difficultés de l'humanité. Et lorsque nous traitons aujourd'hui la veille de la journée nationale de la mémoire, je suis concernée autant que par ceux qui descendent par d'autres voies de cette histoire-là. Donc c'est notre histoire. Et c'est pour ça que je crois que quand je parle de guerre sémantique à livrer, il y a à cesser de se considérer comme des minorités. C'est l'histoire du monde. C'est le commerce triangulaire. Ce sont trois continents qui, pendant des siècles, sont en contact, développent des relations, des échanges, bouleversent les démographies de ces continents, c'est-à-dire les peuples, les cultures, les langues, les formes d'expression, y compris artistiques. C'est ça, enfin, c'est l'histoire. C'est un crime contre l'humanité parce que c'est un crime contre l'humanité à l'intime, c'est-à-dire l'intégrité d'individus en tant que tel, mais c'est un crime contre l'humanité parce que c'est une agression de l'humanité tout entière, parce que c'est une violence contre l'humanité tout entière, parce que c'est une affaire universelle, ça. Donc, il faut qu'on arrive à dire ça et cesser de prendre comme référence territoriale un bout de territoire, même si le lieu de décision, le lieu de pouvoir, ça peut être l'État. Donc, on raisonne sur un territoire avec un récit républicain, comme disait Benjamin, avec surtout une réalité, une référence nationale. Mais en fait, ce n'est pas l'histoire d'un petit bout de gens, des ressortissants de l'outre-mer, peut-être de quelques descendants africains. Ce n'est pas l'histoire de petits bouts comme ça. Donc moi, je crois qu'à partir du moment où on va changer de perspective, très probablement que les dynamiques seront différentes et nos dialogues aussi. Je disais que j'allais rebondir sur ce que disait, vous avez vu que mon rythme s'est accéléré parce que je vois bien que je commence à parler trop longtemps, ce que disait Marie-Christine Blandin tout à l'heure, quand elle nous renvoie aux contemporains. Je vais faire une dégression, pardonnez-la moi, mais nous sommes tous concernés par le quotidien aussi et par l'actualité. Nous voyons ce qui se passe, on nous parle de la Grèce, et la Grèce est devenue le repoussoir par excellence. Qu'est-ce qui se passe en Grèce et qu'est-ce qui guette d'autres pays européens? Ce que des pays du Sud ont subi pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire que les institutions multilatérales, le FMI et la Banque mondiale en particulier, ont organisé ce qu'on appelait les programmes d'ajustement structurel, des programmes d'ajustement structurel qui ont déstructuré les pays du Sud, qui ont été de véritables violences contre les peuples du Sud, qui ont contraint les États des pays du Sud à réduire leurs dépenses publiques, c'est-à-dire à réduire leurs engagements dans l'éducation, à les réduire dans la santé, à les réduire dans l'aménagement de leurs villes et de leurs campagnes, à les réduire dans l'accompagnement des économies productives vivrières, à faire en sorte que ces pays n'aient pas les moyens, que les citoyens de ces pays n'aient pas les moyens d'accéder au savoir, à la connaissance, aux soins, etc. Pendant plus de 20 ans, impunément, le FMI et la Banque mondiale ont fait ça au peuple des pays du Sud. Aujourd'hui, ils osent le faire au peuple des pays d'Europe, c'est-à-dire de ces pays mêmes qui ont créé ces institutions multilatérales. Ça veut dire quoi? Quel est le lien avec les événements que nous évoquons aujourd'hui? Le lien, c'est qu'en fait, les pays du Sud ont une espèce de destinée, choisie ou pas choisie, d'anticipation. C'est-à-dire que les malheurs du monde commencent là. Et les réponses aux malheurs du monde, les réponses aux violences du monde se sont construites là. Et je crois qu'il est bon qu'on se projette effectivement dans le monde. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas rester sur la référence territoriale nationale seulement, qu'on se projette bien. Nous sommes porteurs de problématiques universelles et surtout internationales et mondiales. Nous sommes porteurs d'interrogations et de réponses universelle, naturelle. Et c'est peut-être l'occasion de reprojeter la France dans le monde, de lui rappeler qu'elle fait partie du monde et qu'il faut qu'elle cesse d'avoir peur du monde.
Alors, nous sommes à l'heure où devrait se terminer la pause, donc que nous n'avons pas encore commencé. Il nous restait Emmanuel et Casareou et Pascal Blanchard. Alors moi, je vais faire une proposition qu'Emmanuel intervienne, qu'on fasse la pause, parce qu'on est un peu fatigué. Et ensuite, je demande vraiment à Sandrine Lemaire, Gilles Manseron, Camille Mauduès, Jacques Pradel, Serge Romana, Maboula Soumaoro, Marc Shepson, Jean-Claude Chikaya et Lilian Thuram d'être extrêmement bref, synthétique, d'aller directement, en fait, aux questions, en portant le témoignage que vous avez, c'est-à-dire en partant, comme je vous ai invité à le faire, de ce que vous savez. Donc, le constat sur la question coloniale, elle est là, mais qu'est-ce que nous pouvons proposer? Donc, je passe la parole à Emmanuel Casareou, conservateur en chef du patrimoine, chargé de mission pour l'outre-mer au musée du Quai Branly actuellement, et ça sera donc la dernière intervention des invités. Bonjour, merci Madame la Présidente et merci d'avoir invité une voix du Pacifique, une voix de l'Océanie, à venir partager avec vous ces mémoires croisées. Je demande l'indulgence du public puisque je vais devoir parler quelques minutes quand même avant qu'on puisse faire ce break. Je voulais vous dire que je travaille donc actuellement au musée du Quai Branly sur un projet d'exposition Kanak qui aura lieu, d'art Kanak qui aura lieu en 2013 et que j'avais été auparavant directeur du musée de Nouvelle-Calédonie et surtout directeur du centre culturel Chibaou. Je voulais indiquer par ces éléments de présentation que la question des mémoires croisées est une question que nous connaissons de manière assez aiguë aussi dans notre propre territoire, petit territoire mais qui est une sorte de microcosme de ce qui s'est passé d'une certaine manière sur les 150 dernières années du point de vue de ces mémoires et de l'impact colonial à la fois sur les populations autochtones. Nous sommes partis d'un territoire où une population autochtone assez importante, les Kanaks, revendiquent une existence, une mémoire particulière et en même temps reconnaissent les mémoires des autres. En ce sens, le projet de centre culturel Chibaou a été une manière à la fois d'affirmer, donc un des grands travaux du président Mitterrand, a été une manière d'affirmer à la fois la nécessité de reconnaître l'existence autochtone et la mémoire singulière, car la relation mémorielle pour une culture autochtone de type oral ne fonctionne pas j'allais dire pas tout à fait comme la fonction mémorielle de la relation au passé dans une culture de type écrite. Et je pense qu'il faut aussi peut-être donner peut-être un espace à cette manière d'aborder le passé par les mythes, par d'autres choses, par aussi des paroles qui sont j'allais dire des sortes de propriétés privées qui ne s'expriment qu'à partir du moment où un certain nombre d'éléments sociaux ont été rassemblés pour la libérer. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans notre microcosme grâce à cet outil fantastique qu'était le centre culturel Chibaou? C'est d'abord rappeler l'histoire Kanak, qui est une histoire violente qui s'est finie, qui dure encore, mais qui a d'une certaine manière connu un apex en 88 avec l'affaire d'Ouvéa, donc une histoire relativement violente de relations avec la métropole, mais en même temps essayer de la dépasser, car la connaissance du passé ne vaut que si ça nous permet d'aller au-delà et de ne pas rester à tourner en rond sur les choses du passé pour lesquelles nous ne pouvons pas grand-chose. Nous avons d'abord essayé de travailler avec les autres communautés, d'abord en libérant la parole aussi et faisant un travail avec ces différents porteurs, ceux qui ont vécu finalement cette histoire dans leur chair et pas seulement d'une manière intellectuelle. Ensuite, en faisant appel à des chercheurs, la connaissance est absolument essentielle et c'est vrai que la méconnaissance crée aussi des formes identitaires qui sont, je pense, mal assises et qui fatalement vont vers un échec. Et ensuite, la reconnaissance publique. La reconnaissance publique par les expositions, par toute forme de prise de parole publique. Et je suis très heureux d'entendre les élus de la nation prendre la parole sur ces questions et s'en saisir, car c'est un élément fondamental pour permettre à la fois connaître et dépasser cette question mémorielle. Je voudrais juste faire un petit appel aussi venant des musées à la fonction des musées qui peut être aussi mise à contribution. Je salue d'ailleurs l'exposition-exhibition qui a actuellement lieu
au musée du Quai Branly et qui, à mon avis, vu le succès qu'elle a, fait beaucoup aussi pour décloisonner et ouvrir finalement une capacité d'écoute auprès de gens qui n'étaient pas forcément réceptifs à ce type d'histoire sur les exhibitions et la constitution de l'image du sauvage. Donc pour moi, la manière de répondre à la question 2, c'est évidemment d'essayer d'avoir des lieux de mémoire et l'idée de consteller aussi par des parcours le territoire national, mais aussi le territoire spécifique que sont nos pays, les territoires. Les événements, et je suis très impressionné par tous les événements qui ont été créés depuis et que vous portez témoignage aujourd'hui, parce que ces événements aussi irriguent et font participer non seulement les spécialistes, mais aussi ceux qui ont vécu cet élément, cette histoire. Et je voudrais signaler que dans l'expérience qu'on a eue dans le travail mémoriel avec les Indonésiens, avec les Japonais qui ont été spoliés durant la Deuxième Guerre mondiale en Calédonie, avec les Wallisiens, avec les Océaniens, etc., qu'on a réalisé, ce qui est toujours assez intéressant, c'est de créer une relation entre le chercheur et la communauté qui a vécu l'histoire dans sa chair. Et ça paraît intéressant d'essayer de trouver les moyens de créer cette liaison quand on veut faire connaître et faire cette recherche. Je finirai en disant que la question artistique me paraît importante. Pour dépasser aussi ces questions mémorielles, c'est intéressant de faire appel aux artistes d'aujourd'hui. Eux, souvent, ont des manières directes, des manières périphériques d'aller vers l'essentiel que quelquefois nous n'osons même pas regarder ou que nous n'osons toucher de la main. Je vous remercie. Bon, finalement, on va Pascal Blanchard, qui va parler 2 minutes. Donc, je vous invite à voir cette chose extraordinaire. Hein? Pour rattraper le temps et laisser à Michel le temps après d'intervenir, je voudrais juste faire le lien entre ce qu'a été les histoires qu'a posé Benjamin et tous les témoins et les mémoires dont on va parler juste après. On vient de dire beaucoup de choses sur nos images communes, nos imaginaires communs, et la capacité que nous avons à avoir dans les années qui viennent à certainement fabriquer cette mémoire commune qui va dépasser les territoires, comme disait Christiane, qui va dépasser peut-être les souffrances et les douleurs, qui va aussi dépasser les espaces parcellaires. Et pourquoi François m'a invité à parler des images? C'est qu'on a besoin de fabriquer des images communes. Je suis très heureux de ce que vous venez de dire sur l'exposition actuellement au Quai Branly, qui je pense est un très bon exemple dont Lilian est le commissaire général et je suis un des commissaires scientifiques, car ça prouve que l'on peut, en construisant des images communes, avec des images du passé, obtenir une exposition où toutes les histoires se retrouvent, tous les destins sont racontés, il n'y a pas d'antinomie, tout le monde est à la fois dans les images et hors des images, on peut en faire œuvre de pédagogie, le public est présent, on peut donc ouvrir des grands musées sur ces questions sans qu'on brûle des voitures au pied du Quai Branly. Ces histoires font sens pour tout le monde, aussi bien pour les jeunes des quartiers que les jeunes des Outre-mer, que les jeunes de nos campagnes, que les jeunes de nos provinces ou les jeunes de la région parisienne, que ces histoires font parler, font débat, font discourir, mais il faut créer des images. Que disait Benjamin tout à l'heure, il faut créer un peu plus de films, et donc il faut des archives. Je rends juste hommage aujourd'hui à l'INA, qui pour la première fois va maintenant reproduire toutes les images de nos Outre-mer. Vous vous rendez compte, nous n'avions pas encore commencé à collectionner les images des Outre-mer de François et RFO. Donc comment voulez-vous que, par exemple, les documentaristes travaillent? Comment voulez-vous que les chercheurs travaillent? Il va falloir rassembler toutes ces images, ces imaginaires, parce que par les images, on fait passer 3 choses fondamentales. 1, que ces histoires sont communes. 2, on crée de l'émotion. Et l'émotion, ça crée du sens dans le présent. Nous, la première expo qu'on avait commencé avec Sandrine Lemaire il y a 20 ans, elle s'appelait Images et colonies. À l'époque, tout le monde pensait que c'était très puéril de travailler sur les images. Sauf que travailler sur les images, ça rappelle à tout le monde qu'on a une histoire commune et que d'autres ont existé avant nous et que ces autres sont encore présents dans le passé. Ces images communes, ces imaginaires communs, c'est le premier pas pour arriver à créer une citoyenneté commune. Ce n'est pas un débat parcellaire, ce n'est plus la guerre des mémoires, ce n'est plus les conflits, c'est simplement à travers quelques images arriver à fabriquer un destin commun. J'ai fait 2 minutes, merci à vous. Bien, nous allons, alors, évidemment, là, on a posé avec Madame Blandin, avec Christiane et aussi ce que disait Pascal et ce que disait aussi Emmanuel, c'est en fait dans le
dans ces mémoires croisées, dans ce processus de croiser les histoires et les mémoires, on décloisonne aussi un récit national français qui s'était replié sur lui-même, qui était devenu fortement hexagonal et qui avait complètement oublié que de toute façon il s'est situé déjà dans l'Europe. Il n'y a pas d'histoire française sans une histoire européenne. Je veux dire, la traite, c'est pas toute seule la France, c'est de toute façon avec des rivalités, des guerres que cela entraîne avec les autres puissances européennes. Et évidemment, l'histoire coloniale est aussi une histoire avec d'autres pays et aussi, dernière chose, pour nous, cette histoire, c'est aussi un appel à la responsabilité citoyenne. Nous l'avons dit souvent, nous le soulignons souvent. Quand nous parlons de l'esclavage, nous soulignons qu'effectivement, il a fallu des siècles et du courage énorme de la part d'abord des captifs, des esclaves et aussi d'abolitionnistes en Europe pour mettre fin à cet incroyable système de brutalité. Et on puise là-dedans des manières de comment se battre. Parce que très souvent aujourd'hui, on se dit, mais comment faire? C'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué, quoi. On ne sait plus. Comment, effectivement, déjà, le sucre que l'Europe voulait absolument a produit un consentement à l'esclavage. On ne pouvait pas se passer de sucre, on avait besoin de sucre, même pour toute la classe ouvrière avait besoin de sucre pour aller à l'usine aussi. Et comment tout ça, on ne voulait pas savoir comment ça se produisait. Et qu'il a fallu donc déchirer le voile pour faire comprendre ce qu'il y avait. Et ça, pour nous, donc, faire connaître cette histoire coloniale et la décolonisation fait partie d'une éducation citoyenne. Ce n'est pas simplement juste pour « ah oui, bon, les pauvres personnes, etc. » Ça nous fait comprendre le monde. Et effectivement, il y a une cartographie du récit historique français qui est aujourd'hui extrêmement étroite, extrêmement mutilée, et du coup extrêmement mutilante parce qu'elle oublie des chapitres entiers, des territoires entiers et des peuples entiers. Vous venez de suivre une rencontre consacrée à la mémoire et à l'histoire de l'esclavage. Pour revoir cette rencontre, notre site internet publicsena.fr. Demain, ne manquez pas à suivre en direct sur notre antenne à partir de 11h la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage en direct du Jardin du Luxembourg. Très belle fin de journée à tous sur Public Sénat.